Je crois que les promesses que nous nous étions faites ce matin ont été largement tenues, si j'en juge au climat, à l'intensité des débats pendant les commissions, pendant les échanges informels aussi, pendant le déjeuner qui a donné lieu, je crois, à beaucoup de discussions, à des discussions passionnées. Je crois que si déjà l'objectif était de se parler, de se connaître, de s'échanger, rien que cet objectif-là, et je sais que bien d'autres ont été atteints, et nous allons le constater maintenant, je crois que cet objectif-là était très précieux et démontre l'utilité de cette rencontre. Alors, cette plénière, comme vous le savez, est consacrée essentiellement à la restitution des 6 commissions, les 3 de ce matin et les 3 de cet après-midi, avec un sujet de dissertation qui me laisse un peu rêveur par sa simplicité biblique. Quelle solution pour entreprendre autrement? Bigre. Alors, si on parlait comme nos enfants, on dirait c'est fastoche, mais comme on ne parle pas comme nos enfants, on évoquera plutôt l'alexandrin de Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et on va essayer aujourd'hui, ce soir, de s'exprimer clairement sur un sujet extraordinairement varié et divers. Alors, le fonctionnement va être très simple. Il y a une place centrale sur cette tribune qui est réservée aux 6 rapporteurs de commission qui vont y passer successivement, et ils vont parler devant vous et devant un certain nombre de témoins. Alors, je vais appeler les témoins que je vais présenter, et puis ensuite, nous accueillerons une personnalité qui va ouvrir cette plénière. Je crois que vous savez de qui il s'agit, mais je laisse encore 3 minutes de suspense. Et puis ensuite, on déroulera les rapporteurs. Alors, pour les témoins, j'appelle donc à venir rejoindre leur place Patrick Dargent, Gontran Lejeune, Patrick Lenanquer, Joachim Munoz et Jean-Paul Charrier, donc, qui viennent s'installer là, s'il vous plaît. Alors, voilà. Donc, je vous présente rapidement pour que, comme on disait à la grande époque, on sache d'où il parle. Patrick Dargent est donc le président du réseau Entreprendre. Vous êtes vous-même entrepreneur, et avec Madame Elisabeth Dargent, qu'on a entendu ce matin au sein de l'entreprise Main-Forte. Gontran Lejeune est président du CJD, du Centre des jeunes dirigeants. Je crois qu'on a beaucoup entendu parler du CJD dans les différents débats. La performance globale, notamment, à plusieurs reprises ce matin. Vous êtes aussi entrepreneur spécialisé dans le négoce de volaille. Patrick Lenanquer est président de la Confédération générale des SCOP. Là aussi, je pense que ceux dont j'étais un peu, à vrai dire, qui ne connaissaient pas bien les SCOP ont rattrapé leur retard. Joachim Munoz est directeur général de Max Havelaar France. Et Jean-Paul Charrier, député du Loiret, très au fait au sein de cette Assemblée nationale des problématiques d'entreprise, qui lui a valu d'être l'auteur de très nombreux rapports. J'ajoute que dans la façon dont cette manifestation, ce Parlement a pu se tenir à l'Assemblée nationale, je crois que nous lui devons beaucoup. Et d'ailleurs, je vous demanderai de l'applaudir. Alors, je vais accueillir Jean-François Copé, qui, comme chacun sait, est député maire de Meaux, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, ancien ministre du Budget. Ça, c'est pour la biographie officielle. Je crois que tout le monde sait que, comme entrepreneur, il se débrouille pas mal, parce qu'il est assez entreprenant, et je pense que beaucoup de gens, peut-être, lui souhaitent aussi d'être un entrepreneur d'avenir. Mais en tout cas, je pense que lui le souhaite, et c'est tout ce que nous lui souhaitons. Pas faire d'usurpation d'identité, monsieur Legendre. Mais écoutez, je voudrais vous dire que je suis très heureux, mais aussi très impressionné par le succès de cette manifestation. Nous avions eu l'occasion d'en parler avec Jacques Hubresse il y a quelques temps, lorsqu'il m'avait raconté les projets du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Et c'est vrai que tout au long de la journée, je parle sous le contrôle de Jean-Paul, qui, je le sais, a effectivement beaucoup œuvré pour la réussite de cette manifestation, mais nous avons vu toute la journée dans l'Assemblée nationale des entrepreneurs circuler dans les couloirs, aller d'une salle à l'autre. Je veux dire que c'est assez réconfortant, parce que voir des gens qui ne sortent pas des rideaux pour venir siéger dans les différentes réunions, ça nous fait assez plaisir, puisque
Le dernier incident en date était une affaire d'obstruction dans l'hémicycle à propos d'un sujet qui mobilisait beaucoup d'entre nous, qui était l'affaire d'Internet et de la protection des droits d'auteur. Je dois dire aussi que le choix que vous avez fait des thèmes, la manière dont vous vous êtes organisé et dont vous avez mis les pieds dans le plat, est une formule qui m'a bien plu. Parce que je pense que dans les périodes difficiles que nous vivons, c'est le moment ou jamais de mettre les pieds dans le plat et de dire les choses telles qu'on les pense. Pour vous dire très, très simplement, je pense que la réflexion que vous avez, qui finalement, en gros, revient à dire est-ce qu'on peut explorer des modèles pour une économie plus humaine, est un sujet sur lequel les uns et les autres ont réfléchi depuis des années sans trop oser le dire. Comme si le seul fait d'employer la formule de l'économie plus humaine pourrait donner le sentiment, quand on est à droite, qu'on vire à gauche, et quand on est à gauche, qu'on n'a vraiment rien compris au monde qui nous entoure. Et donc, voir que dans les circonstances qui sont celles que nous vivons aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous prenez l'initiative de mettre les pieds dans le plat, c'est quelque chose qui me paraît tellement essentiel que je voudrais vous dire, très simplement, qu'il y a aujourd'hui sur ces sujets, entre les décideurs économiques et les décideurs politiques, des choses à faire ensemble, et des choses absolument essentielles. Je dois vous dire que si j'ai accepté vraiment avec beaucoup de plaisir de venir quelques instants avec vous, ce n'est pas du tout par hasard. D'abord parce que de manière générale, je ne fais jamais rien par hasard, et ensuite parce que je voudrais essayer d'avoir avec vous un propos très libre. Moi, je sais que depuis quelque temps, il est de bon ton, par exemple, de fustiger les patrons voyous, selon la formule consacrée qui permet, de manière très lapidaire, de caricaturer les choses. Il y a comme ça des formules, il y a patron voyou, il y a licenciement boursier, etc. Moi, je voudrais vous dire que c'est quelque chose que je n'ai pas admis et qui m'a profondément choqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ici ou là des abus, il y en a, évidemment, comme partout. Mais enfin, je veux quand même vous dire que dans une période de crise économique aussi profonde que celle que connaît la planète, ce dont on a besoin en priorité, c'est d'une France rassemblée. Et pas rassemblée avec simplement le mot rassemblée, point barre. Rassemblée parce que dans ces moments-là, les pays qui s'en sortent, c'est les pays qui mettent en avant ce qui rassemble plutôt que ce qui divise, qu'il vaut mieux chercher des modèles de réussite que des boucs émissaires, et enfin, parce qu'en vérité, il faut déjà commencer aujourd'hui à préparer, allez, je prends le risque, l'après-crise. Parce que de toute façon, le lait est renversé, et que ça ne sert à rien de continuer à passer des semaines et des mois à produire des publications pour savoir comment on en est arrivé là, alors qu'on n'est pas tous complètement à la masse. On a très bien compris ce qui s'est passé, et que le vrai sujet aujourd'hui, et ce qu'attendent les gens, c'est comment on voit les 10 années qui viennent, et comment donc expliquer pourquoi, en réalité, nous demandons aux Français tous ces efforts, et comment, en réalité, face aux épreuves que nous avons affrontées, parce qu'une crise économique, c'est beaucoup de désespérance, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétudes individuelles, on est capable de construire un nouveau chemin. Voilà. Et en réalité, je pense que le défi qui vous est proposé comme à nous, parce que c'est le même, il est là. Alors évidemment, de ce point de vue, il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'on dise. Et la première d'entre elles, c'est que, qu'on le veuille ou non, voir ces destructions volontaires, ces séquestrations d'entrepreneurs, le tout dans une espèce d'ambiance finalement assez permissive. J'entendais dans un des quelques débats télévisés que je fais, un responsable de la Ligue communiste révolutionnaire, enfin, dont le nom a maintenant changé, s'appelle le Nouveau Parti anticapitaliste, qui évidemment change tout, expliquait que ces séquestrations étaient, je cite, de la légitime défense. C'est vous dire que quand on en est là, on tire le débat public vers le bas, alors qu'on devrait déjà avoir dépassé tout ça, pour voir comment on est capable de construire ensemble. Ce qui me frappe, c'est que d'autres pays d'Europe, qui sont beaucoup plus touchés que le nôtre, ont pour eux, dans ces moments-là, d'être plus rassemblés, d'être moins dans une logique de chercher les têtes à décapiter, de ne pas avoir sans cesse l'obsession d'aller se faire la petite nuit du 4 août pour pas cher, histoire de décapiter d'abord et de voir après. Eh bien, il me semble de ce point de vue que le rôle des chefs d'entreprise va être
absolument majeur parce que la sortie de crise ne pourra se faire que grâce aux entreprises, puisque c'est elles par lesquelles nous allons forcément passer pour aller chercher la croissance et l'emploi. Et ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est là que ça va se passer. Et en fonction des messages que les décideurs politiques vont adresser aux entrepreneurs dans les 18 mois qui viennent, les choses, en réalité, se passeront de telle manière ou de telle autre. Et moi, je pense qu'une fois passée l'élection européenne de dimanche, nous allons entrer de plein pied dans une deuxième étape du quinquennat. Et que cette deuxième étape devra impérativement marquer, pour nous, un message fort sur comment on voit l'après-crise. Et je voudrais, avant de vous livrer quelques pistes de réflexion par rapport à ça, vous dire plusieurs choses. D'abord, je pense que c'est des périodes où il faut faire hyper attention à la caricature. Ce n'est pas parce que la libre entreprise a été confondue avec la loi de la jungle qu'il faut condamner l'économie de marché en bloc. Moi qui ai fait beaucoup d'économies dans mes jeunes années, comme toi Jean-Paul, et comme beaucoup d'entre vous ici, je suis obligé de dire qu'on ne va quand même pas aller réhabiliter Marx, parce que ceux qui se réclamaient de Friedman n'ont pas complètement réussi leur coup. On ne va pas en revenir à Keynes sous prétexte que ceux qui voulaient faire comme Hayek sont allés trop loin. Pardon d'être un peu caricatural, la vérité c'est quoi ? Il n'est plus un seul manuel d'économie qui peut nous aider à trouver les solutions pour avancer. Et je vous le dis d'autant plus que pendant des années et des années, j'ai été élevé par mes professeurs à l'idée qu'on trouverait dans ces livres-là toujours des pistes de solutions. Les temps ont changé, vont beaucoup plus vite. Plus aucun homme politique, qu'il soit de droite, entre guillemets, ou de gauche, avec les mêmes guillemets, peut penser une seconde à se raccrocher aux moindres propos idéologiques. Je vais même plus loin. J'admire les pays qui ont réussi à faire divorcer idéologie et économie. Et je rêve que la France soit de cela. Parce que la vérité, c'est que la crise que nous traversons, c'est une crise qui remet en cause, bien sûr, beaucoup de dogmes établis, mais qui, en même temps, est une crise systémique. Ce n'est pas du tout l'éclatement de la bulle Internet d'il y a 8 ans ou de la bulle immobilière il y a 15 ans. Non, pas du tout. C'est d'abord la première crise de la mondialisation, c'est-à-dire que, où que vous vous trouviez dans le monde, les gens que vous rencontrez vous parlent avec les mêmes mots de la même crise. Vous allez en Indonésie, vous allez en Chine, vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, vous allez en Europe, vous parlez avec les épargnants qui ont vu leur épargne fondre, la même, partout. Ils savent qu'il y a une affaire de subprime derrière. Ils savent que la traçabilité de leur épargne, c'était pas très clair. Tous pareil. Ça fait un sacré point commun. Ça veut dire que pour la première fois, on est bien dans une crise qui fait que demain, les choses ne pourront plus être comme avant. Celui qui pense qu'on va faire du business as usual, une fois terminée la résorption des mauvais actifs, se trompe totalement. J'ajoute que la question essentielle à laquelle nous, on doit répondre, parce que sinon, ça veut dire que le politique continuera d'être en faillite pour des années et qu'à un moment, il faudra, nous, qu'on se pose quelques questions sur l'utilité de notre métier. C'est est-ce qu'on est capable de trouver le juste équilibre entre la liberté pour laquelle on se bat parce que c'est nos convictions et la nécessaire régulation. Et cet équilibre, il est inconstant, par définition. On doit passer notre temps, tous les jours, à se demander si on n'a pas trop régulé ou pas assez régulé, et si on a bien trouvé l'équilibre entre la liberté nécessaire et la régulation indispensable. Éviter de tomber dans la paralysie et en même temps éviter de tomber dans l'aveuglement. Et cet équilibre, ce n'est pas une fois, c'est tous les jours, tout le temps. Et j'ajoute, pour être là aussi très, très concret par rapport à tout ça, personne ne peut imaginer qu'on n'ajoute pas à notre analyse de la crise financière une dimension environnementale. Aujourd'hui, partout sur la planète, et toutes les études d'opinion le montrent, et ça rejoint l'histoire de l'économie plus humaine, penser que nous pouvons proposer aux citoyens de la planète des modèles de développement dans lesquels la dimension environnementale n'est pas majeure, c'est se tromper complètement. Et il faudra quand même que dans très longtemps, on reconnaisse que la France en particulier, et l'Europe en général, vous savez, la vieille France, dans la vieille Europe, qui ne comprend jamais rien tellement elle est dépassée par ce qui se passe dans le reste du monde, aura été le pays et le continent qui, depuis le plus longtemps, aura tiré la sonnette d'alarme sur la question environnementale. Et si nous l'avons fait, ce n'est pas simplement parce qu'on n'avait rien à dire aux autres. C'est parce qu'il existe en France et en Europe
une compétence, une expertise et un savoir-faire dans ces matières qui peuvent fabriquer de la croissance. Et ce serait bien dommage de laisser filer ça, alors qu'il y a sur ce sujet une alliance objective entre les décideurs économiques et les décideurs politiques. D'ailleurs, ce sont exactement les mêmes questions qui se posent dans le domaine scientifique et technologique. On a eu un débat il y a quelques mois surréaliste sur les OGM. À force de ne pas vouloir travailler les sujets à fond, d'être prisonnier de l'idéologie, d'avoir tellement peur de se faire taper sur les doigts, on a eu un mal fou, nous, à l'Assemblée nationale, à trouver un équilibre. Les OGM, on en a même presque oublié d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui cherchent sur les OGM. On a même oublié de dire qu'il y a des scientifiques qui se donnent du mal pour essayer de voir demain comment on peut produire de la matière agricole avec moins d'eau, alors qu'on sait qu'on aura un défi majeur, notamment dans les pays du Sud, sur la question de l'alimentation en eau dans les 50 années qui viennent, ou comment on peut produire avec moins de pesticides. Autant de sujets balayés d'un revers de main parce que l'idéologie omniprésente empêchait de trouver toujours cet équilibre entre la liberté et la régulation. Bien sûr que entre comment passer d'un monde d'excès à une société de responsabilité, on a un énorme travail à faire. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans tous ces domaines, il y a finalement un pragmatisme qui me paraît s'imposer. En gros, se dire, le marché quand c'est possible, l'État quand c'est nécessaire. Et je propose, moi, que cette formule-là, qui n'a l'air de rien, on se la décline tous les matins en se réveillant. Le marché quand c'est possible, l'État à chaque fois que c'est nécessaire. Et si je vous dis ça, c'est parce que je vois bien qu'on est encore en France dans des combats qui sont d'un autre temps. Je vois bien qu'en réalité, là où certains en sont encore à dire il faut interdire les licenciements, d'autres en sont déjà à se dire si on ne nous laisse pas reconstruire la croissance avec un nouveau modèle, on ira le faire ailleurs. Et donc, ça m'amène, et c'est le dernier point sur lequel je voulais venir, à vous parler un peu de la manière dont je vois la question justement de l'après-crise. Parce qu'en réalité, ça, il me semble que ça vous intéresse au plus haut point dans les choix que vous serez amenés à faire sur le plan stratégique. Il y a 3 grandes questions qui vont obséder les citoyens de la planète et a fortiori les citoyens d'Europe. Et donc ceux de la France. La première question, ça va être celle de la dette. On va arrêter de se mentir, hein. On a accumulé un stock de dette colossal et on n'avait aucun autre choix. Donc pas de regret. Ceux qui pensent qu'il ne fallait pas relancer dans la période qu'on a connue il y a 6 mois sont à l'ouest ou à l'est, je ne sais pas. Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas vu le coup. Il fallait évidemment y aller direct. Et il ne fallait pas y aller sur le pouvoir d'achat, il fallait y aller sur l'investissement. De ce point de vue, pas de regret. Reste qu'il faut assumer nos choix. La conséquence d'un travail de régulation comme celui qu'on a fait, c'est que maintenant on va se retrouver avec un stock de dette énorme et qu'il va falloir l'absorber. Alors on dit oui, mais les Français ils s'en fichent totalement, c'est pas leur sujet. Eh bien si. Quand un sujet est strictement économique, je le reconnais, les Français ça les ennuie. Quand ça commence à devenir un sujet sociologique ou familial, là ça rigole plus. Alors la réalité des choses, c'est que la perspective pour nos compatriotes d'imaginer que leurs enfants ou petits-enfants vont payer pour nous, ça exaspère. Et de ce point de vue, il y a 2 mauvaises pistes et 2 bonnes. Les 2 mauvaises, c'est soit d'aller jouer avec l'inflation, quand je lis encore que certains écrivent qu'un petit peu d'inflation, c'est pas très grave pour absorber la dette, je me dis, il y a vraiment des gens totalement irresponsables. On ne fait pas un peu d'inflation pour voir, c'est pas du poker. Si on ouvre la vanne, on ne sait jamais quand elle s'arrête, puisque tout repose sur les anticipations des agents. La dernière fois qu'on a joué à ça, c'était dans les années 30. Belle réussite. Deuxième écueil à éviter, l'augmentation des impôts. Moi, je vous le dis en conscience, tant que je serai député, jamais je voterai pour l'augmentation des impôts pour une raison simple. Si vous augmentez les impôts avec un taux de prélèvement obligatoire comme celui qu'on a, la croissance, vous ne la reverrez jamais. Donc en vérité, il faut trouver 2 autres solutions. La première, c'est de taper la dépense publique inutile. L'ancien ministre du Budget que vous avez devant vous peut vous dire qu'on a des réserves, et pas simplement pour l'État. Le jour où on assumera comme projet politique de fusionner les départements et les régions en France, vous allez voir les gains de productivité qu'on va réaliser. Je ne prends que cet exemple pour ne pas alourdir. Et le deuxième piste, évidemment, c'est d'aller chercher la croissance. Et en matière de croissance, moi, je voudrais vous livrer une petite idée sur laquelle, avec Génération France, le think tank que j'ai créé, on travaille beaucoup, qui est l'idée suivante. On est dans une crise systémique, pas de problème. On voit bien le sujet, on a tout vu, la crise financière, puis la crise économique, la première secousse, la deuxième. Là, on le vit en live et avec suffisamment de recul pour voir de quoi on parle.
Reste que cette crise systémique, comme elle touche le monde entier en même temps, elle va amener les citoyens de la planète à regarder les territoires de l'attractivité économique, de la compétitivité. Et ce sera quoi ces territoires? Ce sera les pays où on se loge le mieux, où on se nourrit le mieux, où on se soigne le mieux, où on éduque le mieux les enfants, où on a la meilleure eau, le meilleur air, les meilleurs services publics, les meilleurs transports, et même peut-être une gouvernance organisée. Eh bien, à mon avis, l'Europe en général, et la France en particulier, coche la totalité de ces cases. Beaucoup mieux que d'autres. Donc si on est un peu malin, dans les 10 années qui viennent, on peut, sur tous ces sujets, construire des réserves de croissance fantastiques. Et la vérité, c'est que si vous reprenez chacun de ces exemples, vous pouvez à chaque fois nourrir des dynamiques d'entreprise extraordinaires. Tiens, je vais prendre 2 mauvais exemples exprès pour vous montrer que si je prenais les bons, ce serait encore mieux. La santé. Aujourd'hui, les débats sur la santé, Jean-Paul en sait quelque chose, ça nous énerve suffisamment, lui et moi, c'est extraordinaire. Les débats sur la santé, c'est uniquement, depuis 25 ans, comment réduire les dépenses de santé, les dérives des déficits, bref, effectivement, il y a une dérive importante, bref, le psychodrame arrive généralement quand on arrive à savoir si on doit rembourser ou non le Doliprane. Pendant ce temps-là, c'est la bagarre entre les hôpitaux pour savoir lequel on ferme entre Meaux, Coulommiers et Lagny, avec tous les débats que nous avons encore eus la semaine dernière pour savoir si le chef de l'hôpital devait être le président de la commission médicale d'établissement ou le directeur. Pendant ce temps-là, les Chinois travaillent. Inutile de vous dire que pour moi, le vrai sujet de la santé, il est simplement qu'avec le savoir-faire qu'on a dans ce domaine, avec le développement de la télémédecine, on a en réalité, compte tenu de la compétence et des réserves de compétences que nous avons dans ce domaine en France, un fantastique potentiel de développement et de croissance. Deuxième mauvais exemple pour vous montrer que on regarde un peu ce qui se passe. L'agriculture. Pas mal non plus, l'agriculture. Quelle horreur, ces épouvantables producteurs de lait, qui pourtant ne sont pas très nombreux, 90 000, vous vous rendez compte, qui crient parce que leurs prix sont pas bons. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vraiment nous embêter longtemps avec leurs histoires, dit-on à Bruxelles. Et pour cause. Qu'est-ce qu'on veut à Bruxelles? On a enfin obtenu, par une écrasante majorité, quasiment 26 contre 1 États membres, de faire comprendre à ces crétins de Français que vraiment, la politique agricole commune, ça coûte très cher, ça n'est que de l'interventionnisme, et franchement, quelle utilité! Petit détail. Les mêmes qui nous expliquent qu'il faut au plus tard en 2014 déréguler tout ça et en terminer avec cette PAC qui coûte si cher, les mêmes sont en crise sociétale complète quand on découvre un malaise sur une viande qui n'a pas été tracée, maladie de la vache folle, ou bien également pour tout ce qui concerne, vous vous en souvenez, la question de la grippe aviaire. Eh bien moi, je vais vous dire une chose. Moi, je me battrai avec tous mes amis pour qu'on remette sur la table le dossier de la sécurité alimentaire. Quand on a la chance d'avoir des réserves agricoles comme celles de pays européens, et notamment de la France, qu'on voit nos amis américains, qui eux n'ont aucun état d'âme, se protègent comme des malades, font en sorte que tout ça soit totalement sécurisé, que les Chinois achètent des milliers d'hectares de terre en Afrique, et que nous, à Bruxelles, on est juste en train de se demander le plus vite possible comment déréglementer la PAC, on se dit, ils sont à côté de la plaque. Et moi, je vous dis là encore, ce sont des réserves de croissance fantastiques. Alors, j'arrête là sur les réserves de croissance et sur les atouts qui sont derrière, pour en arriver au dernier point. Je vous ai dit qu'on avait effectivement, dans ce domaine, un objectif qui était celui de résorber la dette et d'aller chercher de la croissance. Et je pense de ce point de vue que tout ce qu'on a lancé pour aider de manière positive les PME de taille moyenne, c'est-à-dire beaucoup d'entre vous, je pense par exemple à ce sur quoi on est en train de se battre, le fameux Small Business Act pour les commandes publiques, la question de relever les effets de seuil sur lesquels on travaille beaucoup, tout ce qui concerne le crédit impôt recherche, sur tous ces éléments, il y a évidemment des choses formidables à faire. Il nous manque une dernière chose. Et ce sera pour moi le mot de conclusion parce que je voudrais vraiment vous le livrer direct. C'est qu'on a un problème que en France, là pour le coup, pas en Europe, juste en France, c'est un problème de mental. On a le plus fort pourcentage dans la population française d'aquabonistes. C'est-à-dire de gens qui passent leur temps à nous dire « à quoi bon, vous n'y arriverez jamais ». À quoi bon, ça ne marchera pas, le verre est forcément à moitié vide, et de toute façon, quel que soit ce qu'on tentera, c'est trop tard, c'est fichu, tout est chez les Chinois. Je suis quand même obligé de vous dire que, de ce point de vue, il va donc falloir que, là encore, nous conjuguions nos talents, vous et nous.
Parce que la vérité, c'est que si on veut s'en sortir, il va falloir reconstruire à marche forcée des podiums et y mettre en haut des gens qui réussissent, des gens qui prennent des risques et des gens qui sont capables d'expliquer que leur réussite peut être celle de leurs voisins à condition de se donner du mal. Or là, nous nous heurtons à un problème très français, c'est qu'en France, on a quand même beaucoup de mal à mettre sur les podiums les gens qui réussissent, alors que par contre, on peut vous faire des 20 heures entiers sur la souffrance et la désespérance. Je vous ai décrit là quelque chose que vous connaissez bien, qui peut se résumer par une parabole bien connue, qui est celle du Français et de l'Américain qui voit passer un milliardaire dans une voiture. L'Américain, il va dire « Oh là là, comment est-ce que je peux faire pour devenir comme lui ?» Et le Français, il dit « Qu'est-ce qu'il a volé pour devenir comme ça ?» Inutile de vous dire que cette question-là, qui est une question de mental, qui est une question d'état d'esprit d'une nation, repose sur un débat préalable qui est celui de savoir qui nous sommes et donc de travailler sur l'identité française. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être français ? Qu'est-ce que c'est être capable de faire plus de ce qui nous rassemble que ce qui nous divise ? Et c'est très concret. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a derrière ça l'idée de faire finalement un grand groupe de parole, comme ça, comme on fait en psy, pour essayer d'imaginer avec les Français comment se sortir ensemble de la crise, c'est-à-dire de concilier un objectif individuel et un objectif collectif. Voilà qui nous ramène au projet de l'entreprise. Quelle est l'entreprise qui réussit sans avoir posé à chacun et chacune de ses salariés cette question de la conciliation de la réussite individuelle et de la réussite collective ? Eh bien, pour une nation, c'est exactement la même chose. Et ce qui nous a le plus manqué dans le débat politique et dans le débat public ces 25 dernières années, c'est d'inviter chaque Française et chaque Français à se demander comment concilier son objectif de réussite personnelle avec l'objectif de son pays. Si vous voyagez ce que vous faites forcément, vous voyez que c'est un mal bien français. Que dans d'autres pays qui ont beaucoup plus de problèmes que nous, on ne trouve pas. Nous avons, nous, la chance, par exemple, d'avoir un modèle social qui nous protège beaucoup plus. Quand vous pensez que 30% des revenus de chaque Français sont des revenus de transfert, bien au-delà de tous les pays européens réunis. Quand vous pensez qu'aux États-Unis, quand Obama dit « je vais donner une prime pour les plus modestes », ils sont à 6 000 € par Américain et par an, nous sommes, nous, à 11 000. On voit bien les différences. On voit bien que notre taux d'épargne, qui est de l'ordre de 15%, est infiniment supérieur à celui de nos amis américains, qui est aujourd'hui négatif. On voit bien qu'en réalité, face à cette situation, on a des réserves d'énergie formidables, à une condition, c'est de se bouger. Et puisque j'en suis aux images, je voudrais livrer à votre méditation une dernière image. On va prendre deux jeunes Français. Ils ont tous les deux 20 ans. Il y en a un, il est français, mais alors depuis des générations et des générations. Le grand-père fait même la généalogie à la maison. Et ce jeune Français de 20 ans, qui a grandi dans un milieu plutôt, on va dire, aisé, dans un joli lycée, a de bons résultats, il va faire 1 ou 2 années d'études supérieures, peut-être 3 s'il le veut bien en France, et puis après, il file aux États-Unis ou dans la lointaine Asie, parce qu'il se dit, moi, de toute façon, en France, aucune chance que je réussisse. Maintenant, on va prendre un deuxième jeune. Alors lui, c'est un peu différent, lui. Il est immigré d'origine récente, comme on dit, mais français. Il habite dans un quartier difficile. Il a 20 ans aussi, il est français aussi. Mais son histoire, elle n'est pas du tout la même. Et lui, dans sa tête et dans le regard des autres, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, parce qu'il n'a pas la même religion, parce qu'il n'a pas le même prénom, pour lui, dans sa tête, ça va être plus dur aussi de réussir en France. Comment voulez-vous qu'on arrive à construire un parcours de réussite pour une nation quand on prend ces deux jeunes Français qui, pour des raisons totalement opposées, pensent l'un et l'autre qu'ils ne vont pas réussir en France ? Eh bien voilà. Eh bien la dialectique que je viens d'évoquer là, elle est en réalité la feuille de route pour tout responsable politique, quel qu'il soit, pour les 10 années qui viennent. Ça nous concerne autant que vous, puisqu'en réalité, ce sont des gens qui, aujourd'hui, pensent que dans vos entreprises, ils n'ont pas de carrière à faire. Et surtout pas si vous êtes resté en France. Donc moi, le défi, pour moi, qui est absolument essentiel, si on veut réussir à préparer l'après-crise, c'est de travailler ensemble comment ces deux jeunes-là, on peut les convaincre qu'on a besoin de leur talent en France et que c'est en France qu'il faut qu'ils réussissent. Eh bien, écoutez, mes chers amis, moi, je peux vous dire que des colloques comme les vôtres doivent aussi appréhender cette question et nous aider à trouver des pistes. Elles sont innombrables, en réalité. Il y a juste une question qui s'impose en préalable, il faut y aller ensemble. Il ne faut pas faire, comme on dit dans les entreprises, du top-down, mais plutôt du bottom-up. Vérifier qu'autour de nous, nos compatriotes ne font pas que de l'histoire et de la politique, mais font aussi un peu d'économie et de géographie. Même imaginer que s'ils pouvaient parler un peu mieux l'anglais, ce serait plus simple pour faire des comparaisons internationales.
et ainsi prendre les meilleures pratiques. Bref, tout autant de sujets qui font la différence entre une nation qui gagne et une nation qui regarde. Dans ces domaines, et je le dis devant Jean-Paul, parce que Jean-Paul Charrier et moi, on travaille beaucoup sur tous ces sujets, on a une feuille de route fantastique pour faire le métier qui est le nôtre. À une condition, c'est de s'y coller ensemble. Il n'y a pas un mur de Berlin qui sépare le décideur politique du décideur économique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté avec vraiment beaucoup de plaisir d'être des vôtres durant ce bref instant, parce que je pense depuis très longtemps que dans ces domaines, on ne peut réussir qu'à une condition, c'est d'être rassemblés. Alors bonne chance à vous. Merci. Bien, merci Monsieur Copé. Le podium que vous appeliez de vos voeux, il est dressé depuis ce matin. Hein, un podium où on essaie de mettre justement ceux qui réussissent et ceux qui ont envie de réussir avec les autres. Donc, je crois que de ce point de vue-là, nous répondons présent. Alors, on va faire la restitution maintenant. On a à écouter 6 rapporteurs. On va les prendre dans l'ordre chronologique des commissions. Et donc, pour la première restitution, j'appelle Philippe Barre, président d'Inoxia, qui va prendre la place centrale, de celui qui rapporte. Alors, votre commission planchait ce matin sur le thème « Entreprises responsables, comment valoriser et récompenser les entreprises engagées ». Alors, vous allez nous dire un petit peu justement ce qui est sorti des travaux de la commission, et puis ensuite, le dialogue s'engagera avec les 5 grands témoins qui vous entourent. Bonjour, alors vaste débat parce qu'on avait peu de temps pour travailler là-dessus. On a fait un petit marathon pour arriver à essayer d'énoncer toutes les problématiques qui nous semblaient être importantes autour de ces sujets. On ne va pas pouvoir, bien sûr, toutes les aborder ici. Simplement, on a mesuré déjà en première partie de la commission à quel point quand même, Nicole Notat, je crois, disait le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, mais à quel point on avait quand même avancé ces dernières années sur l'appropriation des enjeux de développement durable et de RSE, et à quel point il y avait quand même des initiatives probantes en matière de référentiels, d'évaluation et de labels existants pour mesurer la performance globale de nos entreprises. Et alors, on a parlé de différents référentiels, SD 21000, on a parlé aussi de l'ISO 26000, du label Lucie, de l'évaluation AFAC millénaire de l'AFNOR, et puis, bien sûr, ce qui me tient à cœur, du référentiel performance globale du CJD. On a vu avec les bonnes pratiques qui étaient exprimées par certains entrepreneurs d'avenir, qu'il y avait aussi au sein de nos entreprises des initiatives autonomes qui visaient à valoriser ces dynamiques. Mais on voyait bien également qu'on a une problématique majeure face à cette valorisation transversale de notre responsabilité globale, c'est la visibilité, la lisibilité de la mise en avant de ces bonnes pratiques. Et il y a eu différentes propositions qui ont été faites pour arriver à avoir une lisibilité qui soit peut-être plus forte, partagée, avec une convergence peut-être. Maintenant, on est peut-être rentré dans le temps de la convergence de cette mesure de la responsabilité globale de nos entreprises par un référentiel qui pourrait peut-être être élaboré de manière commune. Il y a eu un appel à la puissance publique qui a été fait. Jean-François Copé parlait tout à l'heure du dilemme un petit peu entre liberté et régulation. Et Patrick Vivray, ce matin, nous a parlé de co-régulation dans l'esprit du Grenelle. Ça nous a semblé intéressant de réfléchir peut-être au sein d'un collège ad hoc d'organismes qui, depuis maintenant plusieurs années, travaillent sur ces sujets-là, de réfléchir à l'élaboration d'un référentiel partagé pour un label peut-être commun.
Alors bien sûr, il reste beaucoup de choses à faire parce que entre les différentes méthodes qui ont été présentées ce matin, les différences de scoring pour certains, on nous a parlé également de révision de la comptabilité au regard de ces enjeux-là, pas mal de choses qui ont été proposées. Il nous semble important aujourd'hui peut-être de rentrer dans cette phase-là par un engagement à travailler ensemble pour que ce référentiel commun qui pourrait être élaboré puisse être ensuite audité par des organisations ad hoc dans les entreprises et qui puisse également être mesuré par les parties prenantes aussi de l'entreprise. Ça, c'était quelque chose qui ressortait dans pas mal de contributions qui sont arrivées d'ailleurs a posteriori de la Commission, ce qui prouvait l'intérêt des entrepreneurs d'avenir sur ce sujet. Parce qu'il y a vraiment une volonté de dialogue avec les parties prenantes et que ces parties prenantes puissent être, au même titre qu'un organisme évaluateur, finalement, puissent donner une lisibilité sur la performance globale de l'entreprise. Ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il faut que s'il y a un ou plusieurs labels, mais s'il y en a un tout au moins, qu'il soit adapté aux PME, en termes d'investissement raisonnable, en temps et en argent. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi beaucoup dans les contributions. Voilà pour... Je sais qu'on doit faire vite dans notre restitution. Peut-être un dernier point qu'on n'a pas eu le temps vraiment de creuser. Et il y avait des contributions un petit peu opposées là-dessus. C'était sur les avantages qui étaient posés. C'était une question posée par la Commission. Quels avantages pour les entreprises engagées ? Et là, je pense qu'il nous reste peut-être un sujet à creuser entre ceux qui pensent que les entreprises responsables engagées doivent être récompensées et ceux qui considèrent que ce n'est pas l'objet d'une telle attitude que d'être récompensées. Donc, voilà un petit peu... On a vu ce matin que la plupart d'entre elles allaient chercher leur récompense elles-mêmes. Exactement. Hein, donc, mais il y a eu débat chez vous, c'est ça, dans la commission là-dessus? Et il y a eu, dans les contributions aussi qui nous ont été passées, on voyait deux hypothèses. D'accord. Alors, réaction de vos voisins. Je vois Gontran Lejeune qui aurait envie de réagir probablement sur cette proposition centrale de la Commission, sur ce référentiel commun élaboré par toutes les parties prenantes et qui pourrait ensuite servir à diffuser probablement les bonnes pratiques dans le tissu des entreprises. Oui, j'aimerais réagir maintenant parce que j'ai un impératif après, donc je vais devoir vous quitter malheureusement. Mais d'abord, ce que je voudrais faire, c'est saluer votre présence. C'est ce qui me semble le plus important aujourd'hui parce que c'est vous le témoignage fort, c'est vous le podium. Et pour moi, eh bien, ces entrepreneurs d'avenir que nous sommes, on n'est ni à droite ni à gauche, nous sommes devant. Et ce n'est pas facile d'être devant parce que d'abord, nous sommes en minorité, mais la bonne nouvelle, c'est que ce sont les minorités convaincues qui seront demain les grands acteurs du changement. Et ensuite, ce n'est pas facile parce que moi, j'ai relevé au cours de cette journée trois problématiques. La première, justement, concerne les outils qui ne sont pas adaptés par rapport à ce que nous souhaitons. Si mon entreprise fait une année A 150 000 euros de résultats et que l'année B, elle fait 20 000 euros de résultats, je suis considéré comme un mauvais élève. J'attire l'attention de mon banquier, j'attire l'attention des assureurs crédits. Or, j'ai peut-être consacré 130 000 euros de mes résultats pour former 90% de mes salariés. J'ai peut-être revu l'isolation de mon bâtiment. J'ai peut-être fondé une fondation. Mais tout ça, ça n'est pas reconnu et c'est vraiment un des problèmes centraux. Et je crois que pour cela, il faut vraiment sensibiliser. Alors, vous avez évoqué ce matin un peu la jungle, quel référentiel, quel label. Qu'importe, l'essentiel, c'est de se mettre en chemin. Pour moi, cette reconnaissance d'un label, c'est une première étape, c'est une première marche importante qu'il nous faut franchir. C'était tout le sens de l'appel que nous avons lancé ce matin à Jean-Louis Borloo pour que notre société civile puisse reconnaître ces entreprises responsables. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin en ne valorisant plus l'entreprise uniquement sur le bilan économique et
comptable. Et c'est exactement ce que nous essayons d'expérimenter au Centre des jeunes dirigeants d'entreprise avec un système qui s'appelle GPS. C'est quelque chose qui permet de se repérer. C'est un Global Performance System qui permet de noter ces entreprises sur l'axe économique, mais aussi social, sociétal et environnemental, en finalement ayant pour challenger d'autres entreprises de la même taille et du même secteur. Tous, vous avez souligné cette difficulté de notation. Eh bien, nous l'expérimentons au CJD et je vous invite à le rejoindre. La deuxième chose que j'ai relevée aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de l'éthique. On n'a jamais autant parlé d'éthique. Et puis finalement, moi qui côtoie beaucoup de chefs d'entreprise, je ne connais aucune entreprise qui dit chez nous, on n'a pas d'éthique. Chez nous, développement durable, on s'en fout. Tout le monde a l'air vraiment responsable. Donc ça m'interroge. Et en regardant l'éthique d'un peu plus près, je me demande si une entreprise peut être éthique. Vous savez, une entreprise, c'est une personne morale. Et finalement, en regardant un peu l'histoire, ce système nous vient bien des États-Unis. Il y a eu une nécessité à partir des années 70, où on a eu l'Amoco Cadiz en 1988, la catastrophe de Bhopal, et on s'est dit, tiens, il serait peut-être temps de noter ou d'habiller d'éthique nos entreprises. Et finalement, on en a fait une valeur normative. Et on voit que ça n'a pas marché. Regardez, il y a eu Parmalat, il y a eu Enron. Donc je crois que l'éthique, pour moi, elle concerne les femmes et les hommes qui sont dans l'entreprise et que demain, nous devons ôter nos armures pour d'abord armer de compétences nos salariés, certes, mais aussi de les inviter non pas forcément à trouver les bonnes réponses, mais à se poser les bonnes questions. Et pour ça, la formation passera aussi par de l'éthique, parce que l'éthique vient bien de l'homme. C'est le seul qui a une capacité de jugement et de raisonnement. Le troisième enjeu, et j'en terminerai là, c'est l'enjeu du collectif. J'ai beaucoup entendu au cours de la journée l'homme au cœur de l'entreprise, et vous le savez, au CJD, nous pensons que l'économie doit être au service de l'homme, avec quelques interrogations. Et pourtant, je crois que ce collectif, c'est un enjeu majeur. Pour moi, il faut sortir du modèle de la Star Academy, où je gagne tout seul et contre les autres, et en plus en te tapant dans le dos, bon, comme tu es sympa. Mais c'est bien le système dans lequel nous sommes, c'est celui de l'hyper-performance, où finalement on nous demande d'être contre les autres et non pas avec. Donc je crois qu'il est temps de laisser place à une reconnaissance de la fragilité, parce que d'abord la fragilité, c'est ce qu'il y a de plus humain, et surtout qu'une fois reconnue et exprimée, cette fragilité devient une véritable richesse où chacun peut grandir dans la confiance. Ça n'est pas un état confortable, cette fragilité, mais il s'agit de se donner les possibilités de pouvoir grandir et faire grandir, c'est notre responsabilité de dirigeants, dans cette prise en compte d'une certaine fragilité et de l'utiliser pour la transmission des savoirs, par exemple, et aussi pour certains droits d'alerte. On n'a jamais autant parlé de travailleurs pauvres, et je crois que l'entreprise a vraiment un rôle à jouer dans ce domaine pour qu'elle soit d'abord un lieu de confiance. Comprenez que l'entreprise n'a pas pour finalité uniquement de gagner de l'argent, mais qu'elle a aussi une responsabilité sur le plan social. Combien de salariés je vais former cette année? Quelles mesures de bien-être je peux mettre en place dans mon entreprise? Elle a une responsabilité environnementale qui a été largement soulignée. Et j'insisterai un peu plus sur sa responsabilité sociétale. On parlait tout à l'heure qu'on avait supprimé le mot de RSE, mais ce sociétal est important. Pour moi, c'est le cordon ombilical de l'entreprise. C'est celle qui lui donne son identité accrochée dans le territoire. Et c'est là où le collectif peut aussi jouer son rôle avec le comité de direction, en s'interrogeant sur quelles actions mener. Nous ne sommes pas des doux rêveurs. On ne va pas changer le monde comme ça, mais dans la proximité, il y a des choses à faire. Est-ce que on doit sponsoriser le club de foot local ou est-ce qu'on peut aller plus loin avec des actions solidaires autour de l'entreprise, ce qui d'ailleurs redonnerait beaucoup de sens au travail qui parfois est devenu un produit de consommation. Vous vous souvenez, on appelle souvent le travail maintenant un job. Voilà ce que je voulais vous dire, que ce collectif doit être une ressource, qu'il doit s'inscrire dans une co-responsabilité et non pas dans une idéologie, et que nous en sommes tous responsables. Donc pour exister, ce nous a besoin de vous, du jeu de chacun. Et pour s'exprimer, le jeu a besoin du nous. Alors, pour moi, l'important... Je vais vous demander de conclure, monsieur Lejeune, parce qu'il faut qu'on écoute toutes les autres commissions. Absolument, oui. Donc, l'important, ça n'est pas de prévoir l'avenir, mais c'est de le rendre possible. Alors, je conclurai tout simplement en disant, en me couchant et en me levant, avec vous, même pas peur. Merci beaucoup.
Bien, on a noté la proposition référentielle. Est-ce que sur ce point-là, un autre grand témoin a envie de réagir? Il faut qu'on entende les autres commissions. Donc, mais est-ce que cette proposition très précise suscitait une réaction de l'un ou de l'autre? Oui, Jacques Munoz. Et puis ensuite, on accueille. Tenez, Jean-Paul Charrier, je vais vous demander de vous déplacer parce qu'il n'y a rien de pire qu'une chaise vide. Bonjour tout le monde. Donc, je trouve que... Voilà. Bon, comme ça, vous avez une place à part, c'est parfait. Monsieur Munoz. Oui, très rapidement, donc, parce que le temps presse. Évidemment aussi, je suis extrêmement honoré d'être en face de plus de 200 entrepreneurs, d'ailleurs avec le pléonasme d'entrepreneurs d'avenir, puisque tout entrepreneur a confiance en l'avenir, met toute son énergie en fait pour que l'avenir soit meilleur. D'abord en termes de rentabilité, mais ensuite... la proposition, monsieur. Alors, par rapport à la proposition, c'est ça l'exercice. Pas de souci. Sur le fait de faciliter la vie aux entrepreneurs. Concrètement, sur les référentiels, sur la multiplication d'entendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Je pense qu'il ne faut pas en fait faire des débats sur le sexe des anges. Il faut plutôt faciliter que les énergies positives en fait d'entrepreneurs soient valorisées et que le label soit plutôt au service de l'entreprise plutôt que l'inverse, puisqu'on voit souvent en fait, en particulier en France, je trouve, un débat qui est plutôt inverse, c'est penser les labels d'abord et ensuite voir comment l'entreprise y rentre. Très bien, merci beaucoup. On va clore cette restitution pour la première commission et puis je vais appeler le président de la deuxième commission, Jean-Marc Borrello, qui est délégué général et président du directoire du groupe SOS, que tous les lecteurs du Monde avant-hier connaissent, parce qu'il y avait un papier tout à fait intéressant qui présentait le groupe SOS et son développement. Alors, Jean-Marc, vous planchiez avec votre commission sur le thème « Entreprises, associations, pouvoir public, comment construire ensemble des projets innovants ». Même pas peur, vous aussi? Si, ça fonctionne, voilà. Bonsoir. Oui, l'idée était donc de réfléchir comment ces trois acteurs pouvaient mieux travailler ensemble, mieux inventer et moins respecter les tabous qui les éloignaient dans le passé. Concrètement, association n'était pas forcément le bon mot, puisque économie sociale et solidaire aurait dû être plus adapté avec des camarades des coopératives et un certain nombre d'autres structures juridiques. La première constatation a été que depuis déjà un certain temps, nous travaillons ensemble, ces trois acteurs, sans aucun complexe, avec des difficultés, mais sans aucun complexe et loin de la rivalité ancienne qui faisait que les entreprises étaient efficaces, les associations étaient morales, les uns avaient de la vertu, les autres du rendement, et donc on ne pouvait pas travailler ensemble, dîner éventuellement avec une longue fourchette pour ne pas attraper les vices de l'autre, ni ses vertus d'ailleurs. Tout ça semble d'ores et déjà très éloigné des pratiques. Aujourd'hui, les groupes de l'économie sociale, comme les groupes d'entreprise, travaillent les uns avec les autres. Très objectivement, avec les pouvoirs publics, ça n'est pas encore tout à fait gagné. Je pense que les pouvoirs publics sont en train de rattraper le retard. Un certain nombre de dispositions récentes du point de vue légal, par exemple la création des fonds de dotation, permettent de rattraper le retard qui était pris sur ce secteur-là. Mais sans doute que dans ce dispositif, le partenaire public, alors qui était en plus absent lors de cette commission, mais il n'y était pour rien, son représentant avait été appelé ailleurs, ne sont sans doute pas aussi rapides dans l'action que les entrepreneurs, qu'ils soient des entrepreneurs de l'économie sociale ou de l'entreprise classique. Premier sujet, les statuts. La réalité de nos réflexions, c'est que les statuts ne garantissent aujourd'hui ni le vice ni la vertu des actions. Des associations de malfaiteurs ou de plaisantins existent et font plus de dégâts que ce qu'elles n'apportent de bonheur à leur entourage. Et des entreprises se sont engagées dans des démarches parfaitement respectueuses et de leurs salariés, et de l'environnement, et de leurs clients. Donc la vieille idée selon laquelle il y avait d'un côté la vertu et de l'autre côté la compétence, et qu'il suffisait de regarder les statuts, est sans doute une idée à oublier ensemble. Il y a peut-être d'ailleurs de ce point de vue-là à réfléchir, puisque la plupart de nos voisins européens, et c'était évoqué lors de cette matinée, ont créé des statuts spécifiques d'entreprises à but non lucratif. Donc c'est le cas de l'Angleterre, de la Belgique. Un certain nombre de statuts se sont créés chez nos voisins européens qui justement réfléchissent autour évidemment du cumul des deux avantages, c'est-à-dire des pratiques vertueuses et une logique économique après tout,
en matière de développement durable, c'est bien 3 piliers qu'il faut et pas 2. Il y a bien le social, il y a bien l'environnemental et il y a bien l'économique. Pour qu'un dispositif fonctionne, il faut qu'il fabrique du résultat. Et si on a l'ambition de mieux répartir la richesse, on ne peut pas oublier de la créer avant de la répartir. D'autant plus que le troisième partenaire, et là-dessus il est forcément d'accord, c'est-à-dire l'État, n'est plus dans la situation d'augmenter les dépenses sociales, les subventions indéfiniment, et qu'il va bien falloir créer des dispositifs qui créent de la richesse et qui la répartissent différemment. Ce secteur, simplement, dont on parle assez peu, représente 10% du produit intérieur brut de ce pays et 12% de l'emploi. Donc ce n'est pas tout à fait neutre. Quand on parle, il y a les gentilles associations, les coopératives sympathiques, c'est quand même 12% de l'emploi dans ce pays. C'est un secteur qui est extrêmement inventif, imaginatif, et la rencontre entre les entreprises et les associations est, me semble-t-il, d'ores et déjà une véritable réussite. Il reste à définir un certain nombre de critères, sans doute les critères juridiques. Donc, première proposition, ces statuts d'entreprise qui ont été inventés partout ailleurs en Europe, ils sont disponibles en Angleterre, Allemagne, Belgique. Peut-on réfléchir à la création d'un statut juridique nouveau qui permettrait de cumuler les avantages des deux dispositifs? C'est plus qu'une rencontre. On a vu ce matin l'exemple d'une association, Andes, qui crée son entreprise. Tout à fait. Pour justement développer la marque de jus de fruits. Tout à fait. Je vais être plus court sur le reste, puisque forcément, oui, au fil des intervenants, nous serons redondants. Un certain nombre de richesses créées n'entrent pas dans la prise en compte du plan comptable annuel. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous oppose très régulièrement les rigueurs d'un plan comptable qui ne sait pas bien faire avec la création de valeur globale, avec la création de valeur sociale, avec les économies qui sont faites ici ou là par des entreprises qui ont réussi à investir sur le développement durable. Là aussi, peut-être faudrait-il réfléchir à des modes et peut-être tout simplement à des règles de comptabilité publique qui évoluent un peu, sans doute pour éviter les excès dont on a aimablement parlé de ces dernières années, mais aussi pour prendre en compte les pratiques vertueuses, parce que dans un bilan, et les investisseurs nous l'ont redit cet après-midi, c'est extrêmement important de savoir la qualité des relations sociales dans l'entreprise, de son niveau d'investissement, du niveau de formation de ses salariés, de ce qu'elle investit dans la recherche. Et c'est sans doute un moyen pour un investisseur, par exemple, d'être plus rassuré sur l'investissement qu'il fait, autant que sur le résultat annuel qui, après tout, peut être tout à fait non significatif. Enfin, l'innovation sociale n'est prise en compte que dans un tout petit nombre de cas. Autant l'innovation industrielle est prise en compte régulièrement, l'innovation technologique, autant les tentatives de mettre en place des dispositifs innovants, là encore, se heurtent au fait que c'est sans doute une pratique un peu nouvelle. On ne sait pas bien évaluer la manière dont se passe. On nous a raconté comment une entreprise d'insertion se voyait reprocher le fait d'avoir une masse salariale un peu importante. Une entreprise d'insertion, c'est fait pour permettre à des gens éloignés de l'emploi de retrouver un emploi. Donc effectivement, toutes les entreprises d'insertion qui sont ici, et j'en connais quelques-unes, pourraient améliorer leurs résultats en licenciant. Sauf que leur objectif n'est pas de licencier, mais d'embaucher le plus possible pour pouvoir permettre à des gens de se réinsérer. Un certain nombre de ces dispositifs, le commerce équitable est un bon exemple, mais Joachim pourra en parler mieux que nous. Les critères ne sont pas encore suffisamment établis pour qu'ils soient pris en compte par un certain nombre d'instruments. Il faut réfléchir à des instruments qui prennent en compte tous ces nouveaux critères qui aujourd'hui n'existent pas dans la vie d'une entreprise, qu'elle soit de l'économie sociale ou de l'économie classique. Ça serait un crédit d'impôt social comme il existe un crédit d'impôt recherche, par exemple? On peut parler de crédit d'impôt, l'ancien ministre du Budget est sorti, mais enfin, en tout cas, il faut imaginer un dispositif qui permette de quantifier la valeur qui est créée et qui n'est pas strictement monétaire. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Merci Jean-Marc. Restez là surtout. Réaction à ces 3 propositions, ou à l'une d'entre elles, par nos grands témoins et par M. Charrier s'il le souhaite. Qui veut réagir? Oui. Oui, donc rapidement sur les propositions concernant les
les statuts, effectivement, on peut réfléchir. Je pense qu'aujourd'hui, quelques statuts permettent de joindre lucrativité et performance sociale. Moi, en tant que président des SCOP, effectivement, les sociétés coopératives de production ou les SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, permettent, je dirais, à la fois d'avoir une activité parfaitement lucrative sur le marché et de développer des performances sociales. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à chercher, on est bien d'accord. Sur le plan, je dirais, des critères sociaux et environnementaux, moi, je pense moins au problème, je dirais, du plan comptable, parce que ça va être un peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, on a des normes internationales qui s'imposent, et je crains qu'on va passer beaucoup d'énergie à cela. Par contre, je ferai le lien avec le point juste avant, c'est-à-dire plutôt la notion de label, et qu'effectivement, d'avoir un label vraiment très accessible, et notamment au secteur des PME, et qui permettrait peut-être une facilité à un certain nombre de marchés. Et notamment sur ce label ou sur l'innovation sociale, je pense que les collectivités et les pouvoirs publics sont un formidable levier je dirais, d'encouragement de l'innovation sociale. Je vais prendre un exemple. La SIC Websourd qui innove donc sur un certain nombre de procédés qui permettent aux sourds et malentendants de vivre comme tout à chacun en faisant, je dirais, en allant à la sécurité sociale, en faisant des réservations dans une agence de tourisme. Je dirais, il y a l'activité privée qui, effectivement, peut représenter un investissement important. Je dirais, tout le secteur, je dirais, des grandes entreprises publiques ou des collectivités publiques peuvent, effectivement, de par l'équipement de leur structure, je dirais, faciliter l'émergence d'innovations sociales de cette nature. C'est-à-dire qu'ils sont un acheteur qui peut effectivement favoriser de manière très forte la diffusion d'innovations sociales. En introduisant par exemple l'exigence de ce fameux label dans les appels d'offres, par exemple. Par exemple, en exigeant ce label, par exemple sur des partenariats publics-privés, en privilégiant, je dirais, des entreprises qui non seulement se regroupent, mais sont labellisées, et également en diffusant au sein rendant accessible à leur public, je dirais, un ensemble d'innovations sociales qui, je dirais, généraliserait un certain nombre de bonnes pratiques. Et ça, pour des collectivités impécunieuses, comme le rappelait Jean-François Copé, ça ne coûte rien, et ça peut même faire des économies éventuellement. Non seulement ça ne coûte rien, ça peut faire des économies, et plus que ça génère de l'activité. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit toujours l'innovation sociale comme un coût, on ne le voit pas comme un marché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rend accessible un certain nombre de services à des populations qui n'en ont pas accès, je veux dire, on crée de l'activité. On raisonne toujours en coût et pas en marché ou en demande. Très bien. Une autre réaction, une dernière, et puis ensuite on va passer à la commission 3. Non ? Allez, merci Jean-Marc. Alors ensuite, commission 3, Arnaud Moureau, président d'Ashoka. Alors vous avez planché sur l'homme et la planète, comment s'engager et transformer les défis en opportunités de nouveaux marchés. Alors, qu'est-ce qui est sorti de vos travaux ? Bonjour à tous. Plein de choses, forcément, vous l'imaginez, c'est un sujet qu'on aurait pu traiter sur 2 jours entiers. On a essayé, je pense que c'était un peu frustrant pour les intervenants et sans doute pour les personnes dans la salle, mais on a essayé de sortir quelques axes que je vais essayer de vous relater ici. Peut-être juste un petit mot d'introduction pour dire que ce qui est intéressant, et je crois que ce qui est aujourd'hui important, c'est de montrer que le développement durable, ça n'est pas uniquement la question de l'environnement. Nos amis écologistes ont sans doute pris un peu d'avance sur les autres pour marteler la question qui fait qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance, il y a cette connotation environnementale sur le développement durable, mais on le comprend aujourd'hui avec le commerce équitable, avec les entreprises d'insertion, avec l'économie sociale. Le développement durable, effectivement, il est sur 3 piliers. L'environnement en est un, mais il y a 2 autres piliers qu'il ne faut surtout pas oublier. Et je crois qu'il est important dans toutes les communications possibles et imaginables qu'on les rappelle et qu'on montre qu'il n'y a pas uniquement que le challenge environnemental qui nous attend au détour du chemin. La deuxième chose intéressante qui a été dite, c'était de dire que finalement, et ça c'est finalement
l'approche d'un entrepreneur un peu au sens de Schumpeter, c'est-à-dire la création de valeur, voire dans les défis des opportunités. C'est qu'en gros, finalement, là où il y a un giga problème, il y a potentiellement une giga solution, et donc un gisement de croissance extrêmement intéressant pour peu, d'une part, qu'on se donne la peine de mettre l'éclairage sur le problème. Encore une fois, tant qu'on n'a pas mis l'éclairage sur l'urgence de traiter différemment l'accès à l'énergie, la production d'énergie, etc., on n'a pas commencé à investir dans les énergies vertes et on n'a pas permis finalement la création de ces nouveaux modèles. Donc en gros, n'hésitons pas finalement à éclairer ces gisements de croissance potentiels et faisons confiance aux entrepreneurs pour être véritablement ceux qui vont être les moteurs et vraiment les inventeurs des nouvelles façons d'agir. Donc je crois qu'à partir de là, à partir du moment où finalement on décide de voir le verre plutôt à moitié plein, on se dit qu'il y a un formidable optimisme à avoir pour peu qu'effectivement ce soit accompagné pas uniquement par les politiques publiques, mais par l'ensemble des parties prenantes, parce qu'encore une fois, ce sont à la fois les usagers, à la fois les pouvoirs publics et à la fois au monde de l'entreprise de faire sa révolution, d'inventer ensemble ce nouveau paradigme dont on a tant besoin. Donc on a aujourd'hui besoin très concrètement, mais c'est toujours difficile de passer après Jean-Marc qui a dit la moitié des choses qui ont été dites chez nous. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il parle beaucoup, ça veut dire qu'on a tous les mêmes problématiques et qu'il y a urgence. On converge vers un certain nombre de choses et c'est plutôt une bonne chose. La fiscalité, effectivement, il y a des choses à faire. Il existe le crédit d'impôt recherche. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas élargir son utilisation vers l'innovation sociale, faire en sorte qu'effectivement ce dispositif soit de plus en plus utilisé par les entreprises et qu'il n'y ait pas besoin de monter des dossiers et de la paperasse incroyable pour finalement investir ce champ-là. Et bien évidemment, il faut incentiver les comportements responsables. Encore faut-il être capable de les mesurer. On y reviendra dans un instant. Les statuts juridiques, Jean-Marc l'a dit. Aujourd'hui, quand vous regardez le marché, il y a un marché, je crois que ça a été dit dans la commission d'Hugues, il y a un marché du financement extraordinaire. Vous avez des fonds d'investissement, vous avez une nouvelle finance qui est prête à investir ce marché pour peu qu'il ait le réceptacle simplement de ce financement, de ce nouveau financement. Et moi, je vous fiche mon billet que si on crée... Exactement. Si on était capable de créer finalement une forme intermédiaire, qu'on appelle de plus en plus tous de nos voeux, que nos voisins européens, que nos amis outre-Atlantique ont déjà mis en place, on verra non seulement très certainement converger vers cette nouvelle forme juridique des structures qui étaient peut-être plutôt des associations. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre d'associations qui avaient des problématiques de financement. Qu'en face de ça, vous avez quand même des investisseurs qui disent moi je veux bien, mais je ne suis pas juste prêt à faire de la dette ou du don. Je voudrais investir chez vous. Donc vous aurez non seulement une convergence de ces acteurs-là, mais vous aurez très certainement, j'en suis persuadé que dans cette salle, il y en a plein, des entrepreneurs qui ont choisi une forme commerciale très très classique, qui n'en sont peut-être pas forcément complètement satisfaits et qui seraient ravis d'être dans cette forme hybride qui conjugue esprit d'entreprise et performance sociale et environnementale. Donc cet aspect est extrêmement important. Et je voudrais dire que, comme effectivement c'est une démarche collective, il y a un groupe de travail qui est déjà en train de plancher sur le sujet et qui sera ravi, comme l'a rappelé Arnaud Poissonnier tout à l'heure, de partager ces premières approches. Ensuite, quelque chose sur effectivement les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre ont un poids extrêmement important à jouer dans ce débat-là. Et il faut absolument rendre les clauses de mieux-disant environnemental et social obligatoires. Aujourd'hui, vous savez, il faut que le fonctionnaire coche la case et qu'il explicite même pourquoi on devrait rendre la clause environnementale obligatoire. Eh bien, essayons d'imaginer à l'inverse qu'il faille plutôt décocher la case et expliquer pourquoi on devrait la décocher. C'est peut-être quelque chose qui pourrait faire avancer un petit peu le débat. Sur la notion de l'innovation, on est tous d'accord, ça a été repris notamment par le livre blanc du CODES, il faut reconnaître l'innovation sociale au même titre que les autres formes d'innovation. Il faut l'accompagner. Et puis, il faut aussi, dans cette innovation, essayer de trouver des démarches un petit peu intelligentes d'innovation. L'innovation, ce n'est pas uniquement à chaque fois un chercheur fou dans son laboratoire. C'est souvent mettre l'utilisateur final au premier plan. C'est essayer de construire avec lui le produit dont il peut avoir besoin dans l'avenir. Et je pense que ces approches sur l'utilité, la fonctionnalité des produits est quelque chose d'extrêmement intéressant. Imaginons aussi peut-être de développer des partenariats de recherche avec les universités, entre les entreprises et les universités, d'accélérer finalement ces zones de collaboration.
Et puis des pôles de compétitivité qui pourraient très certainement permettre d'accélérer les choses, des endroits où on pourrait retrouver finalement une mutualisation des efforts de recherche, de l'investissement, et puis des gens qui pourraient créer de la valeur ensemble plutôt que chacun isolé de leur côté. Deux choses pour terminer, la notion d'évaluation de l'impact social, et effectivement cette espèce de création de valeur. Référentiel commun. Oui. De référentiel commun, mais aussi d'être capable de mettre en exergue la création de valeur qui est aujourd'hui invisible. Imaginez que plein d'entrepreneurs sociaux, par exemple, sont capables d'apporter des solutions à des problèmes que traitent très souvent les pouvoirs publics, en étant parfois 10 fois, 50 fois, 100 fois beaucoup plus efficients qu'eux. Dans quelle mesure est-ce qu'on arrive à mettre cette économie réalisée pour la société en valeur, et dans quelle mesure on ne pourrait pas imaginer qu'une partie de cette économie réalisée puisse être réinvestie dans ces projets pour les aider à grandir et pour les aider. Philippe Joffard ce matin pour la FUMA a montré comment toute la démarche avait basculé quand il avait été capable de démontrer que le modèle économique basculait. Alors ça, l'exemple de Marie-Noëlle Besançon qui tout à l'heure sur une commission d'investissement expliquait que son prix de journée était de l'ordre de 13 ou 16 euros quand le prix d'un lit d'hôpital est à 300 ou 500 ou 800. Donc imaginez finalement les gains de productivité, les gains d'économie qu'on peut imaginer dans ces aspects-là. Et puis, donc, il y a un vrai besoin effectivement de travailler sur à la fois ce référentiel commun, sur ces critères, et d'être capable de mettre en place. Mais il y a aussi, et c'est plutôt une bonne nouvelle, des acteurs académiques, des organisations qui essayent d'avancer sur le sujet et qui, je crois, pourront faire des propositions. Et puis la dernière chose, c'est de dire que tout ça, c'est aussi une histoire de communication et de sensibilisation. Il est urgent aujourd'hui de mettre en avant les réussites de ce secteur-là. Il faut être capable de mettre en place non seulement les bonnes pratiques et de pouvoir les partager, mais il faut aussi pouvoir donner envie aux gens d'entreprendre dans ce secteur, montrer qu'on n'est effectivement pas juste un doux rêveur lorsqu'on s'engage dans ce secteur-là, mais qu'au contraire, on est effectivement un entrepreneur au sens plein du terme, et que finalement, la seule et unique forme d'entrepreneuriat valable, c'est bien celle-là. Donc voilà, en gros, les quelques conclusions de notre commission qui a été très dynamique, très positive, et très sincèrement, je crois ça a été vraiment teinté d'un sentiment d'optimisme, parce qu'on est vraiment persuadé que celles et ceux qui vont véritablement pouvoir nous amener vers ce changement de paradigme qu'on appelle tous de nos voeux, ce sont ces entrepreneurs, parce que ce sont eux les innovateurs et qu'il faut leur faire absolument confiance. Merci beaucoup Arnaud. Patrick Dargent, peut-être on ne vous a pas encore entendu à cette tribune, donc les propositions qui viennent d'être faites vous tendent les mains. Je vais vous faire entendre ma voix. je peux parler. Non, alors oui, peut-être deux, trois petites remarques sur ce qui vient d'être dit et ce qui vient d'être proposé. D'abord, moi, j'ai un peu l'impression que la crise nous donne de l'énergie. Je trouve que cette crise, elle est vraiment fantastique, elle nous donne la pêche. La journée a été vraiment chouette. Il y a une façon de prendre les problèmes, de se parler, de dire les choses qui me semblent évoluer. J'ai l'impression aussi dans mon quotidien de chef d'entreprise que la façon de se parler avec les autres acteurs, je dirais, de l'économie et de la vie en général a changé. On peut parler aujourd'hui à un homme politique un peu différemment, à un président de conseil régional un petit peu différemment, à l'administration fiscale un petit peu différemment également, et à la NPE, Pôle emploi un tout petit peu différemment aussi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se parle aussi un petit peu différemment, même si beaucoup d'entre nous se connaissent déjà. Je prétends que, mais d'ailleurs certains l'ont remarqué avant moi, que la crise y est peut-être pour quelque chose et que ça ouvre là peut-être des perspectives réjouissantes. Voilà, et je nous sens tous un petit peu gais là-dessus. Alors après, sur un autre sujet, peut-être c'est plusieurs fois vous êtes revenu sur la notion, et encore à l'instant là, sur la notion de normes ou de référentiel. Je me dis que tant au CJD qu'à Réseau Entreprendre, etc., et ce qu'on fait aujourd'hui, j'aimerais être sûr que la norme ne tue pas l'initiative et les belles idées qui naissent à droite et à gauche. J'ai vu plein de choses différentes aujourd'hui. Je leur donne des notes très positives ou j'ai envie de copier ou j'ai envie de reprendre ça à mon compte. Je n'ai pas tellement envie de le mettre dans une grille si c'est pour dire que telle pratique est meilleure que telle autre ou quoi que ce soit. Il me semble que sur cette question-là, en tout cas, il faut laisser le foisonnement, il faut laisser la rencontre, comme aujourd'hui, il faut laisser maintenant le travail se faire les uns avec les autres, localement, en réseau d'affinité, réseau professionnel, réseau tout ce qu'on veut. Du moment que des hommes et des femmes de bonne volonté, comme nous le sommes aujourd'hui ici, se mettent à travailler ensemble très simplement, sans renoncer à aucune
aucun de leurs rêves et à aucune de leurs ambitions. Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais c'est très très agréable de confronter ces idées et d'avoir des endroits pour le faire. Et je sais que plusieurs d'entre vous ici se mobilisent régulièrement pour qu'on se parle. Voilà. Donc ça, j'attire juste, enfin c'est ma réaction en tout cas par rapport à cette notion de normes. Voilà, travaillons ensemble, faisons émerger des bonnes pratiques, partageons-les, et puis transformons en règle ce qui en fait est du vécu, des choses qu'on a déjà bien testées, qui marchent super bien. Et là on dit, bah, écoutez, on dit aux autres finalement, ou en tout cas on affiche qu'un grand nombre d'entrepreneurs se sont retrouvés autour d'un certain nombre de pratiques qui semblent marcher. D'accord ? Et on suggère à d'autres qui n'ont pas encore réfléchi à la question de commencer par là, puis après ils pourront les changer et puis inventer d'autres choses. Voilà. Est-ce que, d'une certaine manière, les modèles que vous incarnez, ils sont tout à fait pluriels, justement, ne portent pas en eux-mêmes cette demande de dynamique ? C'est-à-dire que le sujet aujourd'hui, c'est que vous représentez des entrepreneurs très engagés, mais qui sont engagés autour d'individus, et que l'appétit social, l'appétit collectif, c'est d'essayer de faire transformer ça à l'ensemble du système. Et alors là, on change d'échelle. Et comment peut s'opérer ce changement d'échelle ? Uniquement par l'irrigation que vous soulignez, ou est-ce qu'il faut être un tout petit peu plus volontariste ? Alors, je crois beaucoup, moi, à cette irrigation directe, je dirais, de l'un par l'autre, la capillarité. Je crois que dans mon boulot, chez les cadres de grands groupes que je rencontre, chez les patrons de PME, chez les enseignants, etc., chez les jeunes, on a parlé des yeux qui pétillent, etc. On a beaucoup parlé de tripes, finalement, aujourd'hui. Il y a ça qu'il faut qu'on retrouve. Et peut-être que cette espèce de crise, entre guillemets, nous redonne la possibilité de mettre un peu nos tripes sur la table et de dire, ça fait des années que je me tais, que je ne dis pas ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de devenir, ce que j'ai envie que le monde devienne. Et là, tout d'un coup, comme on se dit, tiens, il va falloir inventer quelque chose, ça y est, on recommence à le dire. Alors c'est ça, à mon avis, c'est d'abord ça. Essayons de ne pas renoncer à dire ce qu'on a envie de construire comme monde de demain. Et il y a des bonnes choses. Alors après, de l'affichage, sans aucun doute, de l'affichage au sens du partage de moyens de communication pour partager avec le plus grand nombre, non pas pour dire, non pas pour normer. Le travailler ensemble qu'évoquait tout à l'heure. Le donner envie, voilà. Le donner envie et allumer la petite lumière dans l'œil des collégiens quand on leur parle d'entreprise, dans l'œil du jeune cadre pour rentrer dans une PME quand on essaye de les recruter, et dans l'œil d'un cadre de grand groupe ou d'association qui prend des décisions et qui mène des projets passionnants. Très bien, merci beaucoup. Arnaud Moureau, merci aussi. Vous allez être suivi à la tribune par Frédéric Sauce, responsable de l'antenne Paris des entreprises humaines, enfin du réseau entreprises humaines. Alors, sa commission planchait en début d'après-midi, là, sur gouvernance, comment mettre enfin l'homme au cœur de l'entreprise. Alors ça, c'est un sujet, j'allais dire, qui est presque le fil conducteur de ce qu'on a entendu toute cette journée. Mais oui, il y avait peut-être des propositions quand même spécifiques à mettre en avant. Extrêmement foisonnant comme sujet. On s'est beaucoup, alors, trier. On va trier. On s'est retrouvé autour de deux grandes idées forces. Alors, bien sûr, première idée force autour de l'actionnaire. On a beaucoup parlé de l'actionnaire. Alors, on a même réfléchi, faudrait-il... après la RSE, créer une RSA, enfin pas le RSA, c'est déjà fait, mais la RSA qui serait la responsabilité sociale et sociétale de l'actionnaire. Est-ce qu'il n'y a pas des réflexions là-dessus ? Et puis, alors l'idée, bien évidemment, c'est de favoriser l'actionnariat salarié, deuxième élément du dispositif. On a les actionnaires qu'on a, mais peut-être on peut en capter d'autres à l'intérieur de l'entreprise. L'idée est de décorréler peut-être un petit peu le pouvoir et la propriété du capital. Donc c'est déjà une première façon de le décorréler. Bernard Kénervé disait avoir le pouvoir de décision dans nos mains, nous entrepreneurs, ça crée quand même une stimulation particulièrement intéressante. Alors dans ce cas-là, bien sûr, faut former, faut accompagner. La conscience économique de l'entreprise au niveau des salariés n'est pas généralisée. Peut-être faut-il abonder. Est-ce que Oseo peut faire un effort quand des salariés mettent de l'argent au capital de leur entreprise ? Enfin bon, un tas d'idées comme ça. Quid quand il y a des pertes ? Enfin voilà, il y a quand même un dispositif d'accompagnement. Les entreprises coopératives, les SCOP notamment, bien évidemment, sont déjà une réponse, avec un homme, une voix. Mais dans ce cas-là, faut-il probablement, il faut les aider à obtenir les mêmes moyens que les sociétés classiques, notamment en matière de financement. Visiblement, elles n'ont pas l'accès aux mêmes moyens. Et puis, dans certains cas, peut-être faut-il se passer de capital. Il y a une loi, notamment la loi sur l'auto-entrepreneur, qui a beaucoup de succès. Alors, un succès parce que, bien sûr, elle rencontre une envie. Succès aussi parce qu'il n'y a pas de capital. Et là, la suggestion, ce serait de dire, faudrait-il faire étendre cette loi pour que plusieurs personnes, alors on n'est plus dans l'auto-entrepreneur, mais plusieurs personnes puissent créer ensemble autour de ce dispositif.
Deuxième axe clé, ça concerne le partage, la clarification de convictions, de visions, de valeurs. Tout à l'heure, c'est Thierry Cantereau ce matin qui disait on passe de avoir du succès, c'est plus la priorité, à avoir de la valeur. Patrick Viveret nous expliquait que la valeur en latin, c'était une force de vie. Donc avoir de la valeur, c'est impulser quelque chose en termes de vie. C'est sûr que plus des dirigeants vont mutualiser, vont partager ces valeurs. Alors, au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, il était question notamment d'inviter des partenaires, pourquoi pas des prestataires, des fournisseurs, pour leur présenter un certain nombre d'éléments et les engager dans ces valeurs d'entreprise. Un des éléments, un des projets qui peut être intéressant et qui peut créer de la vision, et qui répond aussi peut-être à ce que peuvent apporter les coopératives. On a abordé cette question de ces dizaines de milliers d'entreprises qui vont se retrouver sans dirigeant, un dirigeant qui va devoir passer la main. Un intervenant disait, rien qu'en Lorraine, on parle de 4500 entreprises, donc c'est colossal. Les employés, là, ont une vraie sensibilité, une vraie inquiétude en termes de pérennisation de leur projet. Tiens, y a-t-il pas des choses qui pourraient être accompagnées, qui pourraient constituer de vrais projets de transmission au sein de ces organisations? Il est évident qu'une vision, dans ce cas-là, c'est se battre pour quelque chose, avec quelqu'un et pas contre quelque chose, si on veut véritablement que cette vision ait une capacité de mobilisation. Alors, il y a eu plein d'idées, pêle-mêle et très rapidement. L'idée de comptabiliser le capital humain et de valoriser le non financier et revenus, c'est évident. Alors, certes, on se heurte à des aspects de compta et peut-être pas simplement de comptabilité publique, mais est-ce qu'il n'est pas important dans le bilan de valoriser le potentiel des collaborateurs, leur niveau de formation, leur expertise? Deuxième idée, je vous les donne pêle-mêle, il y en avait beaucoup. Puisqu'on parle de label, il y a probablement besoin d'un label qui engagerait le dirigeant vis-à-vis de son équipe et de ses équipes en interne. C'est exigeant, ça l'expose. On a cité un exemple qui est Investors in People, qui est un label anglais, qui a été donné en exemple par l'un d'entre nous, qui dit tiens, c'est engageant, c'est stimulant. Ça pourrait créer cette dynamique aussi en interne. On a beaucoup parlé de formation. Alors, formation au sein de l'entreprise, j'en parlais tout à l'heure, mais formation à l'école. Patrick Dergent insistait sur cette lueur dans le regard de l'élève qui, à un moment donné, va être tenté par une dimension d'entreprise, d'entreprendre. Cette formation est importante. Certains ont avoué qu'avant d'être des entrepreneurs brillants, ils avaient été des cancres. Peut-être que ça pourrait être une façon aussi de donner une perspective. J'y assistais. Ils ne l'avouaient pas, ils en étaient très fiers. Oui, ils l'assumaient parfaitement. Oui. Ah bon? En politique aussi? Ah bon? Non, autre idée, l'idée d'une médecine du travail du dirigeant. Alors celle-là est un peu surprenante en disant on s'occupe beaucoup des collaborateurs, on s'occupe beaucoup moins des dirigeants. Ils ont aussi des soucis, ils ont aussi des problèmes, ils ont aussi besoin d'être accompagnés. Pourquoi pas une médecine du travail du dirigeant? En tout cas, il est clair que tout ce qui permettra de le désenclaver, de le désisoler, l'aidera. L'entrepreneur d'avenir, clairement, ne sera pas seul. Une dernière idée, probablement, et j'en ferai mon support de conclusion, sur l'intégration de personnes handicapées ou en difficulté, qui paraît quand même bien un symbole extrêmement fort. C'est vrai que c'est une exigence particulière en matière de performance humaine que de pouvoir intégrer des personnes en difficulté. C'est pas que humainement satisfaisant, c'est aussi un vrai pari sur le long terme. C'est un investissement rentable. On avait Jean Duforest tout à l'heure qui expliquait que les difficultés de la zone de Roubaix il y a 30 ans avaient été certes pas faciles à gérer, mais ça avait créé du coup une dynamique extraordinaire. Il y a une vraie opportunité là-dedans. Et il y a un modèle dans l'intégration de quelqu'un de différent. C'est pas simple, ça confronte, mais peut-être. Je veux juste conclure sur quelque chose. Conclure, parce que sinon il n'y a plus de place pour les autres. C'est un peu en chapeau. C'est la notion de rencontrer une envie. L'entrepreneur d'avenir sera rencontrer une envie. Il n'est pas là pour normaliser. Attention à ces normes qui stimuleraient quelque chose qui serait de l'ordre de rentrer dans un cadre. Ça ne crée pas un carburant au niveau des entreprises. Cette notion d'envie est très forte. C'est vrai que j'ai vu que le logo des entrepreneurs d'avenir, c'était une petite plante, mais qui part d'un cœur. Je pense que probablement beaucoup de choses vont devoir partir du cœur. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a une réaction rapide à cette série de propositions? Non? Oui? Rapide, je vous en prie. Parce que sinon... En une phrase juste, j'ai assisté à cette commission aussi et je trouvais qu'il y a eu deux phrases qui ont été dites sur le fait qu'on doit se parler avec les enseignants, avec le monde de l'enseignement. On a parlé de l'éducation. Je pense que si un maximum d'entrepreneurs peuvent
envahir les collèges. Je crois que c'était la proposition qui avait été faite. Et si on ouvre nos... Oui, mais on force, tant pis, ils n'ont pas le droit, on y va quand même. Et ensuite, ce sont nos écoles avec nos enfants et voilà, dans notre pays. Et ensuite, proposer aux enseignants de venir rencontrer les entreprises et chefs d'entreprise. Il y a des rencontres formidables à faire. Il y a déjà des choses qui se font d'ailleurs, y compris à l'initiative d'un certain nombre d'entre vous. Bien, merci beaucoup. On arrête pour cette commission-là. Je demande à Hugues Sibylle de venir. Je vous demande de vous concentrer sur les propositions qui n'ont pas été évoquées déjà par les 4 précédents orateurs. C'est un peu frustrant de passer en dernier, d'abord parce qu'on attend, et ensuite parce qu'il nous reste moins de temps, mais sinon on ne va pas y arriver. Et je vois déjà les personnes qui s'en vont, et ça serait vraiment dommage qu'on ne finisse pas tous ensemble ce qu'on a commencé tous ensemble. Bon, on n'est pas frustrés et donc on va essayer d'aller à l'essentiel. D'abord pour dire que, bon, moi je souligne bien sûr le décloisonnement que cette journée a permis entre des entrepreneurs d'origine différente. Et dans la commission que j'ai animée qui s'appelle Finance et Investissement, comment favoriser et accompagner les entreprises responsables, il y a une chose intéressante qui s'est passée, c'est qu'il y a eu un décloisonnement entre entrepreneurs responsables et financeurs responsables. C'est-à-dire qu'entrepreneur d'avenir doit aussi dire qui sont les financeurs d'avenir. La problématique est la même. Et là, il y a eu une discussion assez intéressante. Parce qu'on avait dans la salle et à la tribune des gens qui sont des financeurs, qui sont des investisseurs, qui ont pris la peine de venir, et pas les moindres. Il y avait quand même le président du Crédit Agricole qui était là, et Sir Ronald Cohen, que je salue parce que c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel qu'il était avec nous aujourd'hui. Et on s'est parlé. On s'est parlé entre entrepreneurs et entre financeurs. Et là, il s'est passé quelque chose. Je vous dis, enfin ceux qui étaient là, je vois, il s'est passé quelque chose. Donc il y aurait une RSF, une responsabilité non, sociale des déjà le coup de la RSA tout à l'heure, j'ai pas voulu réagir, mais franchement évitons, hein, parce que alors là, c'est la France et les sigles, c'est terrible. Alors première proposition, puisque vous voulez qu'on aille dans les propositions, il faut faire en sorte que ces entrepreneurs d'avenir que vous êtes et les financeurs d'avenir que nous sommes quelques-uns à vouloir être, on se connaisse mieux. Parce qu'il y avait dans la salle Citizen Capital, il y avait Esfin, il y avait Fitrust, il y avait Financière Champlain, il y avait Alter Equity, mais les entrepreneurs d'avenir, je ne sais pas, on peut faire un sondage, lever la main pour savoir ceux qui connaissent bien ces fonds, qui savent où les trouver, qui savent s'en servir. Ce n'est pas forcément le cas. Donc première proposition, faisons en sorte qu'à l'issue de cette journée, les entrepreneurs d'avenir et ceux qui prétendent être des financeurs responsables, qui y travaillent, des financeurs d'avenir, eh ben, on apprenne à mieux se connaître. Donc on peut réfléchir sur des sites internet pour faire de la mise en relation. Et puis même ça peut aller plus loin, puisqu'il y a un projet à l'heure actuelle qui est travaillé pour inventer une bourse des entrepreneurs sociaux, comme il en existe au Brésil ou en Afrique du Sud. Donc première chose. Deuxième chose, le message central de cette commission, finalement, c'est la notion de changement d'échelle. Et c'est de considérer que les entrepreneurs solidaires, responsables, équitables, etc., ils ne sont pas à la marge. Ils n'ont pas vocation à être à la marge, ils ont la vocation à être au contraire l'activité de l'avenir. Et ça, c'est important du point de vue du financement, parce que ce que Sir Cohen nous a dit, c'est ne raisonnez pas petit, raisonnez grand. Il faut voir grand. Il faut voir grand pour pouvoir financer ce secteur-là. Alors, on a eu des témoignages de gens qui déjà montrent qu'on ne peut pas financer certaines activités, soit l'innovation, ça a été dit, j'y reviendrai, soit les fonds propres. On a eu des exemples dans le textile équitable pour lever 1 million, 2 millions d'euros en fonds propres. Aujourd'hui, c'est difficile. Donc, il faut avoir des outils qui permettent d'apporter notamment des fonds propres à ces tranches de financement-là. Et je me tourne vers mon voisin et ami Patrick Lenanker. Pour les entreprises reprises par les salariés sous forme coopérative, il y aura besoin de fonds propres au-dessus de ce qu'on sait financer aujourd'hui. On ne sait pas assez bien financer des tranches de financement de 3, 5, 10 millions d'euros pour pouvoir faire des vrais projets industriels coopératifs sous cette forme de reprise. Donc, Sir Cohen, à votre disposition pour travailler avec vous, pour fabriquer des outils de grande taille qui permettent d'avoir de l'ambition pour les entrepreneurs d'avenir, parce qu'on aura des financeurs qui auront les outils pour le faire. Alors, pour changer d'échelle, finalement, ce qui a été dit par M. Gauthier, changer d'échelle, qu'est-ce qu'on a comme piste pour changer d'échelle? L'épargne salariale solidaire, qui est assez considérable pour drainer de la ressource et sur lequel peut-être qu'il y a un certain nombre de choses à faire, et lui suggère d'aller au-delà en disant, après tout, pourquoi il n'y a que les salariés, puisque l'épargne salariale solidaire, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que les salariés qui contribueraient à de l'épargne solidaire? Et donc là, il se tourne vers le législateur, peut-être que vous y reviendrez, M. Charia, en disant, peut-être que le législateur pourrait prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas que les salariés qui, avec leur épargne, fassent du solidaire, mais qu'il y ait d'autres personnes. Deuxièmement,
que l'argent public serve d'effet de levier pour financer ces fonds qui font défaut aujourd'hui. Encore une fois, notre ami anglais qui était là, bon, en général, en Angleterre, on n'est quand même pas d'abord pour l'intervention de l'État. Ben, il nous a dit quand même que pour qu'il y ait un effet de levier sur ces fonds, ça change un peu, mais il pourra peut-être tout à l'heure le dire, qu'il y ait de l'argent d'origine publique pour amorcer ces fonds, il y a des choses à faire. Et moi, je cite, je l'ai fait tout à l'heure dans la commission, le fonds de réserve des retraites, énorme, un tout petit pourcentage de ça pour financer des fonds pour les entreprises responsables, le fonds stratégique d'investissement, même chose, quand même, on parle en milliards d'euros, hein, on parle en milliards d'euros. Et puis troisièmement, je pense qu'il faut demander à la Caisse des dépôts, qui avait lancé il y a une quinzaine d'années un très beau programme PME, eh bien, de lancer un programme entrepreneur d'avenir, avec des moyens en investissement, pas en subvention, en investissement. Il s'agit d'investir dans ces entreprises, lever quelques obstacles ponctuels sur le financement des associations. Ça a été dit, bon, il y a les nouveaux statuts, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui pourraient être faites pour mieux accéder aux fonds des fondations et à la réussite de la mise en place des fonds de dotation. Parce que certes, la loi a été votée, le décret est sorti, mais il y a beaucoup de travail à faire pour que ces fonds de dotation... je suis sur des choses concrètes, hein, cher ami, alors que ça n'a pas forcément toujours été le Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Il faut juste qu'on Donc, accélère sur un tout petit l'innovation peu. sociale, juste en complément de ce qui a été dit, sur l'idée d'un crédit impôt recherche, donc qui revient, mais aussi sur l'idée d'avoir un crédit avance remboursable aux EO qui fait défaut aujourd'hui pour financer l'innovation sociale. Je termine en reprenant la conclusion que M. Charrier a faite dans la commission. Finalement, les entrepreneurs d'avenir ne sont pas moins rentables que les autres. Ils sont dans l'économie réelle et donc ils ont une rentabilité. De l'argent, il y en a. Et peut-être que c'est un changement de mentalité qu'il faut faire pour faire en sorte que ces entrepreneurs responsables puissent accéder à des financements responsables. Merci beaucoup. Bravo. Réaction à ces propositions très nombreuses et très riches. Monsieur, oui, Monsieur Lananker. Deux réactions très rapidement. Deux mots qui me paraissent vraiment clés, c'est le changement d'échelle, effectivement. Ce qui est des modes d'entreprise différents, on les voit souvent comme petits, locales, etc. Alors qu'effectivement, ce sont des entreprises de taille qui peuvent être de taille très significative. Et au-delà de la taille, c'est aussi d'autres effets, tels que par exemple des regroupements par filière. Donc je pense que c'est tout à fait important de raisonner l'entreprise en réseau, etc. Voilà. Et le deuxième point, c'est l'investissement. Effectivement, on voit toujours les aides sous l'angle de la subvention. Aujourd'hui, nos entreprises ont besoin d'appui en matière de renforcement de fonds propres pour pouvoir effectivement financer notre développement et notre croissance. Et là, effectivement, les outils publics, on a cité la Caisse des dépôts, les fonds d'investissement régionaux, etc. On a des outils, il y a tout ce qu'il faut seulement que les entreprises sociales puissent en bénéficier comme n'importe quelle entreprise. Et il y a encore quelques progrès à faire en la matière. Très bien. Merci beaucoup. Donc, merci Hugues. Et vous succède Antoine de Gabrielli, président fondateur de Compagnie Rose. Alors, vous présidiez la commission cadres et dirigeants, comment les former pour transformer la société. Vaste programme, comme disait l'autre. Oui. Très vaste sujet, effectivement. On avait dans les intervenants une surreprésentation de grandes écoles, néanmoins très intéressante dans leur discours. Ce qu'on a vu quand même en contexte, c'est qu'ils portent le sujet vraiment, les directions des écoles portent le sujet, ce n'est pas simplement un argument de communication ou un sous-produit, c'est vraiment au cœur du message éducatif des grandes écoles aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment très, très, très intéressant. On a vu aussi qu'ils témoignent d'une vraie ouverture de leurs étudiants en termes de parcours professionnel, et une vision révisée, je dirais, du succès professionnel et qui fait la part ouverte à des expériences multiples, passant par l'ONG, passant par l'économie solidaire, repassant par l'entreprise, revenant. Je dirais une fluidification qu'on n'a pas connue nous-mêmes, je crois, à notre génération des parcours. Donc ça je crois que c'est une nouvelle très, très intéressante. Sur les 3 points que j'ai retenus comme étant émergents de ces discussions, la première chose, c'est de mettre du développement durable partout dans la formation. Alors, très intéressant, et notamment, on l'a vu avec l'école centrale, un projet éducatif qui a été complètement reconstruit
à partir des problématiques de développement durable. Et ça, c'est vraiment extrêmement ambitieux, extrêmement intéressant. Je crois que c'était d'ailleurs compliqué à l'école centrale, mais c'est vraiment très intéressant de reprendre tout à zéro, d'inverser le sujet, pas de mettre du développement durable dans toutes les formations, mais de reconstruire la formation, le plan de formation, le projet de formation à partir d'objectifs bien compris du développement durable. Dans cette optique, bon, on a vu effectivement qu'il fallait redéfinir les paradigmes de la performance, dépasser l'économique, bon, je passe, et intégrer les plus-values sociales et environnementales. OK, premier point. Le deuxième grand point, c'est la perception des nouvelles qualités des dirigeants, des futurs dirigeants et des dirigeants présents, et comment donc accompagner la formation de ces dirigeants. La première chose, alors trois points clés, leader, innovateur, entrepreneur. Dans Leader, on a pas mal tourné autour des problématiques de développement personnel et d'accompagnement des patrons, des dirigeants. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Deuxième chose, l'interculturalité, l'interconnexion avec le monde. Et on a parlé de métaposition, de métaformation, on a pu parler de métamanagement, où on voit les dirigeants des entreprises avoir à la fois une bonne perception des enjeux sociétaux majeurs et une bonne perception des enjeux individuels de sens dans l'entreprise. Donc vraiment, on sort de l'entreprise comme tout, mais on y intègre vraiment au meilleur niveau les problématiques de société et les problématiques de l'individu. Deuxième, alors aussi dans le leadership, la capacité à porter le changement dans les organisations, à être vecteur de changement culturel. Et on sait que tous les sujets qui nous intéressent sont effectivement à la base de grands changements culturels. Deuxième grand point, innovation. Alors là, on en a parlé, Arnaud Moreau en a parlé pas mal. Je dirais que le point qui m'a le plus intéressé, c'est une nouvelle vision du risque dans l'innovation. Assumer le risque pour ce qu'il est, une opportunité. Et assumer, on n'en a pas parlé, mais pour moi, c'est vraiment dans le même esprit, assumer le risque de l'échec aussi. Je crois que tout entrepreneur sait en France quelle épée de Damoclès c'est socialement, moralement, psychologiquement que l'échec en France. On n'a pas le droit d'échouer. Je ne parle pas des problématiques financières ou autres, de prêts bancaires ou autres, mais on n'a pas le droit socialement d'échouer en France. On doit, si on veut avancer sur le développement durable, avoir le droit d'échouer, avoir le droit de mal réussir. Il y a un proverbe américain que j'aime beaucoup qui est tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être mal fait. C'est vrai là. Il faut avoir le courage d'avancer, même si on fait mal, d'assumer ces risques-là. Et je pense que là, il y a une révision mentale globale à intégrer de la notion de risque. Troisième chose, entrepreneur. Alors, travailler ensemble, ça on a beaucoup parlé. Pluridisciplinarité, ouvrir, apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre aussi. Troisième grand point, alors là, beaucoup plus concret, beaucoup plus, mais amusant, je trouve. On a dit qu'il fallait amener les dirigeants à remettre finalement les pieds sur terre. Et par analogie à ce qui se fait dans les écoles ou ce qui se faisait parfois, stage ouvrier, stage ONG, petites expériences, micro-expériences parfois, de la différence, de l'altérité, de choses vraiment d'autres mondes que celui du monde dans lequel nous travaillons, eh bien, à nos âges, dans nos positions, repartir sur le terrain pour 2 jours, pour 3 jours, vivre des expériences concrètes dans l'agriculture, dans le commerce équitable, pourquoi pas, dans l'industrie. Et puis réapprendre un mot que j'ai trouvé assez extraordinaire, apprendre que derrière chaque euro gagné, il y a de la sueur. Et c'est vrai que peut-être que le monde financier aurait eu ces démarches-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, revenir un peu, remettre les pieds sur terre. Voilà, j'en ai fini. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne conclusion. Alors, merci. On applaudit Antoine de Gabrielli, on applaudit aussi tous les rapporteurs, parce que je crois qu'ils méritent de le faire. Ils ont fait en temps réel une synthèse qui n'était pas simple, parce que, comme vous l'avez vu, tout ça a été très riche et qu'il a fallu réagir très vite. Alors, Jean-Paul Charrier, s'il vous plaît, 2 choses. D'abord, peut-être votre réaction à chaud à ce que vous venez d'entendre. Et puis, vous avez à nous parler d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur et que vous voudriez nous présenter, qui est le projet 20 territoires entrepreneurs d'avenir. Alors, en gros, je vous prends encore 6 minutes. Pour saluer le fait que c'est le premier Parlement des entrepreneurs d'avenir. Merci Jacques de ton initiative. Merci à vous, Monsieur le Président, et à tous ceux qui ont soutenu cette initiative. 2, je veux que cette initiative du premier Parlement des entrepreneurs d'avenir se termine ce soir sur une proposition très concrète qui, je vous l'annonce, est soutenue par l'ensemble de la classe politique, droite et gauche. Et il est important de souligner que tous les débats d'aujourd'hui dépassent les clivages politiques gauche-droite. Il y a d'autres clivages qu'il faut souligner, mais pas les clivages gauche-droite, et soutenus par l'ensemble des acteurs politiques. Alors,
Qu'est-ce que je retiens dans un premier temps des entrepreneurs d'avenir? Un, que nous sommes là pour une société de progrès pour l'homme. Deux, que nous, le public, nous, les collectivités, nous, la cité, on a besoin des entreprises pour progresser. Il ne peut pas y avoir de progrès de nos communes et de la collectivité sans le développement des entreprises. Mais les entreprises ont aussi besoin, d'une manière ou d'une autre, ça a été dit, de la participation de la collectivité. Voire même, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas nous en sortir sans travailler ensemble autrement. La PME, mais pas forcément que la PME. Je vois ici de très grandes entreprises. Donc le monde de l'entreprise a besoin de prendre conscience de son environnement. C'est quand même impressionnant pour le monde politique que je représente ici de voir que certaines collectivités font des parkings de poids lourds sans jamais demander l'avis à ceux qui vont l'utiliser, font des restaurants d'entreprise, etc., etc. Vous avez, vous, chef d'entreprise, alors quels que soient les statuts de ces entreprises qui sont aujourd'hui représentées, vous avez à vous rapprocher du monde politique, et le monde politique doit comprendre que nous devons avoir l'humilité de savoir qu'on ne peut faire de bonnes lois que si on vous connaît mieux. Le monde de l'entreprise, c'est dans son environnement, c'est pour son environnement, ça a été c'est tout l'enjeu des entrepreneurs d'avenir, mais c'est avec son environnement et c'est grâce à son environnement. Deuxième grande chose, c'est que vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas réussir tout seul et qu'il faut passer, j'ai beaucoup aimé cette expression, cette phrase ce matin, d'une succession d'expériences à un vrai système. Tout l'enjeu du Parlement des entrepreneurs d'avenir, ce n'est pas seulement de valoriser ce que chacun d'entre vous fait, c'est d'en faire un système. Comment on peut faire un système? C'est du niveau national, essayer de revenir au niveau local. C'est donc travailler ensemble. Mais travailler ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est vrai que c'est au niveau de vos entreprises, quel que soit encore le statut, que ce soit une association, une SCOP. Pour l'instant, rentrons pas dans ce débat, c'est une entité qui travaille avec qui? Qui travaille avec des fournisseurs, des clients et des partenaires, des assureurs, des banquiers, des comptables, et des gens qu'il faut convaincre d'évoluer dans la mentalité. Ça, c'est le premier sous-ensemble. Mais il y en a un autre, c'est l'entreprise et ses salariés. Vous en avez beaucoup parlé. Mais les salariés, ce sont aussi leurs familles. Ce sont aussi leurs voisins. Et on sent bien que la notion de collectivité s'étend. Mais c'est aussi entreprise et les autres entreprises. Quand vous n'avez qu'une seule entreprise socialement responsable, dans quel que soit le lieu, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, eh bien c'est quand même plus difficile de travailler tout seul au milieu des autres qui n'ont pas la même vision que si vous avez une mentalité locale qui est beaucoup plus partagée. Et c'est pour cela que je vous propose, dans le cadre d'une mission dont j'ai présenté un rapport au président de la République, au Premier ministre, qui s'appelle la réforme de l'urbanisme local. Et mon titre, c'est, je crois que j'ai un rapport, c'est avec le commerce, mais ce n'est pas que le commerce, c'est avec l'ensemble de l'entreprise, mieux vivre ensemble. Vous voyez ce que ça veut dire? Avec le commerce, mieux vivre ensemble. L'idée, c'est qu'au niveau national, ça sera mis en place le 19 juin et j'espère que tous les partenaires de cette journée aujourd'hui seront là le 19 juin, c'est de faire un groupe de travail qui va avoir pour objectif de concevoir la faisabilité de création d'au moins 10 territoires d'entrepreneurs d'avenir en France. Et si on n'arrive pas à 10, c'est qu'on n'a rien compris en France. Et j'imagine que ça sera beaucoup plus de 10 territoires. Alors j'espère beaucoup sur le CJD et des entreprises comme vous, Monsieur le Président, la vôtre, pardon, pour dire comment il faut faire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces territoires, qui peut être un bassin d'emploi, qui peut être un quartier d'une grande ville, qui peut être un département, alors bien sûr, on voit bien qu'il va y avoir la notion de collectivité, mais on va associer qui? On va associer l'ensemble des entreprises, mais aussi, ça a été dit, les écoles, la formation, la presse locale, la population, pour soutenir collectivement cette nouvelle mentalité de l'environnement social responsable. Et à partir du moment où on aura 10 ou 15 ou 20 territoires, on montrera que non seulement c'est rentable de faire ce que vous faites, mais que ça correspond à une volonté de la population,
voire, et je termine là-dessus, un énorme défi. Moi, je tremble. Je suis député depuis longtemps. Je suis connu pour mes propos contre certaines pratiques de l'économie de marché. Je suis un fervent défenseur de l'économie de marché parce que je crois qu'il ne peut pas y avoir des sociétés de progrès pour l'homme autres que par le modèle de l'économie de marché. Mais notre économie de marché, comme par ailleurs la démocratie, sont aujourd'hui malades. Si on continue à faire l'économie de marché sans éthique et sans mettre l'homme au cœur de ce que est l'économie, il faut craindre et ça a été dit ce matin, certaines violences, certains intégrismes de droite, de gauche, etc. L'enjeu aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour la France et pour les gens que vous êtes, est non seulement de se réunir en Parlement, mais d'en faire un véritable territoire parce que c'est une mentalité et une éthique qu'il faut faire partager. Nous y sommes prêts, il suffit que d'y aller. C'est pour ça, Jacques, qu'on va ensemble y aller. Je vous donne rendez-vous dès le 19 juin et ça sera mis en place avant septembre. Je fais donc appel à certains d'entre vous qui pourraient dès maintenant imaginer qu'autour de vous, il y aurait ce genre de territoire dont on vous donnera ensuite la méthodologie, ce genre de territoire qui serait un des 10, des 20 ou des 30 territoires d'avenir. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir montré aujourd'hui que la France, c'est d'abord un territoire d'êtres humains. Bien, merci. Merci, monsieur le député. Vous nous avez donné une conclusion absolument sur mesure. Donc, ça va éviter d'être obligé de la paraphraser. Je crois en effet qu'il y a une attente très forte déjà de se parler, de se connaître, d'échanger. L'initiative que vous proposez en est une. Il va y en avoir certainement d'autres dans le prolongement de ce premier Parlement des entrepreneurs d'avenir. On peut imaginer par exemple un site internet qui permet de se réunir peut-être plus facilement que physiquement une fois par an à l'Assemblée nationale, même si évidemment on peut souhaiter que ce soit encore le cas l'année prochaine et que ça le sera sûrement. Il y a une initiative aussi que je voulais signaler qui est un site internet qui va ouvrir le 16 juin qui s'appelle www.generationresponsable.com et qui est un site qui est dédié aux individus, aux associations qui ont besoin de ressources de bénévoles pour conduire leurs projets et également aux bénévoles qui sont volontaires pour rejoindre ces projets et y donner un petit peu de leur temps, de leur savoir et de leur énergie. Je vous invite à y aller parce que ça fait partie de l'esprit de réseau que beaucoup d'entre vous ont appelé de leur vœu aujourd'hui. Dernière information, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de noms et de signatures sur les panneaux des entrepreneurs du manifeste du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Donc soyez gentils, ne quittez pas cette salle sans y avoir apposé votre paraphe. Vous l'avez entendu, le texte, donc vous pouvez, je crois, signer en confiance. Je pense que ça sera la trace physique qui restera au milieu des très beaux et très grands souvenirs que nous conserverons de cette journée. Et cette trace physique est symbolique. Pour conclure, j'appelle Claude Tandil pour dire le mot de la fin. Écoutez, la journée a été longue, alors le mot de la fin pour moi, ça sera merci. Merci, et c'est un mot de conclusion, ça voudrait dire que quelque chose s'arrête. J'ai cru comprendre que vous aviez tous la volonté que les choses continuent ou commencent. Donc, j'ai rien à rajouter et je m'associe tout à fait. Je remercie à tout ce qu'a dit M. Charrier. Je le remercie de son accueil, de nous avoir, avec Jean-François Copé et Bernard Accoyer, accueillis dans ce Parlement. Mais surtout, merci à toute l'intelligence individuelle et à toute l'intelligence collective que vous avez manifestée tout au long de cette journée. Alors, bravo et que les entrepreneurs d'avenir continuent. C'est tout. Au revoir.